commencer pour vous redonner un petit peu ce qu'est Parcoursup, ce que fait Parcoursup, ce que ne fait pas Parcoursup, parce que je pense que c'est aussi important qu'on puisse partager sur ces éléments généraux. La mission de Parcoursup, c'est de donner à voir l'ensemble de l'offre de formation de diplômes reconnus par l'État. C'est le cas de 23 000 formations qui sont présentées sur Parcoursup. Quand je dis reconnu par l'État, c'est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et permettant d'organiser une poursuite d'études ultérieures. Je vais essayer d'être concret. Vous avez un certain nombre de formations quand vous allez sur les salons qui ne sont pas présentes sur Parcoursup. Ça n'est pas interdit d'exister sans être présent sur Parcoursup, mais ça veut dire que le diplôme qui est proposé n'est pas un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, quand vous avez, si votre enfant a ce diplôme-là, ça ne garantit pas une poursuite d'études ultérieures. Très clairement, un accès, par exemple, à des masters. Les diplômes qui sont présents sur Parcoursup, diplômes notamment formation sous statut étudiant, sont des diplômes qui sont reconnus et contrôlés par le ministère de l'Enseignement supérieur. On trouve dans les formations, et j'y reviendrai un petit peu après, à la fois des formations sous statut étudiant et puis des formations en apprentissage. Le deuxième objectif de Parcoursup, c'est de simplifier la vie de vos enfants. Simplifier leur démarche pour qu'en fait, ça ne soit pas tellement la démarche de Parcoursup qui soit compliquée, mais ça soit plutôt un temps lié à se concentrer sur ce qu'est la question du projet d'orientation. Et évidemment, c'est ça qui est souvent plus difficile parce qu'on s'y intéresse peut-être des fois trop tardivement au moment où on accède à Parcoursup, alors même que je pense que l'évolution nous conduira à davantage travailler en amont au lycée sur la préparation de ces choix d'orientation. Parcoursup simplifie la démarche de vos enfants parce que Parcoursup, c'est une seule procédure dématérialisée pour l'ensemble de l'offre de formation en France. C'est un calendrier unique pour toutes les formations et c'est aussi un seul dossier à constituer pour quelle que soit la formation que l'on demande. Pour tous les parents qui sont là ce matin et qui ont, dans leur jeunesse, déposé des dossiers dans 1, 2, 3, 4, 5 formations, vous mesurez la simplification que ça suppose et que ça induit. Je pense aussi aux parents qui n'ont fait des choix qu'avec les formations qui se situaient autour d'eux parce qu'en fait, ils n'avaient aucun moyen de voir les formations qui existaient ailleurs. Avec Parcoursup, vous avez accès à l'ensemble de l'offre de formation, quel que soit son point sur le territoire, quelle que soit sa localisation, et c'est bien la finalité. Parcoursup, c'est aussi un cadre de présentation des formations qui est homogène pour trouver rapidement des informations essentielles, des informations qui vous intéressent. Et là aussi, moi, j'ai ma propre expérience. Quand vous allez sur un salon et que vous passez de stand en stand, en fait, ce qui est toujours perturbant, c'est que chacun est présenté et chacun présente l'information à sa manière. Ce n'est pas illogique d'ailleurs, je pense que chacun a le droit de le faire. Mais ce qu'on essaye de faire sur Parcoursup pour faciliter le travail de vos enfants, pour vous faciliter aussi à vous votre appréciation, la possibilité de comparer, c'est de présenter toujours les mêmes informations de la même manière. Vous verrez, on y reviendra, la fiche de formation, elle est organisée en 6 rubriques qui sont toujours les mêmes. Troisième élément fondamental, qui est dans le code génétique de Parcoursup, c'est la liberté de choix. Parcoursup permet de choisir librement les formations qui intéressent vos enfants. Et je crois que le seul vrai bon conseil que je puisse donner, c'est toujours de choisir des formations en fonction de ce qui intéresse et non pas des formations parce qu'on vous a dit que c'était bien, parce qu'on vous a dit que c'était obligatoire pour aller ici ou là. Je crois que ce qui doit guider le choix de vos enfants et pour lesquels que vous allez accompagner, c'est vraiment la liberté de choix. La liberté de choix, ça veut dire 2 choses. 1, liberté de choisir des formations au moment où on formule des vœux sans avoir à les classer. Il n'y a aucune obligation et aucun processus prévu pour classer les vœux. Pourquoi ? Parce que lorsque des dispositifs antérieurs à Parcoursup existaient et où il y avait un classement des vœux, eh bien, ce qu'on constatait, c'était le poids de l'autocensure, notamment chez des jeunes de milieux peut-être plus modestes où la connaissance de l'environnement du supérieur est plus limitée. Eh bien, ils avaient tendance à choisir des formations qu'ils pensaient pouvoir avoir plutôt que des formations qui les intéressent. Et donc, ce choix-là n'est pas un choix pertinent. Moi, je crois qu'il faut que les jeunes puissent faire des choix, évidemment, en prenant connaissance de l'ensemble des éléments d'information, mais de puissent faire les choix comme ils le veulent. Donc, pas d'obligation de classer.
La deuxième chose, c'est que quand vos enfants recevront des propositions de la part des formations du supérieur à partir du 30 mai 2024, eh bien, votre enfant aura toujours le dernier mot. Donc, la légende urbaine consistant à dire que c'est l'algorithme de Parcoursup qui a choisi, que Parcoursup vous a imposé une affectation, en fait, ça n'existe pas. Un candidat a toujours le dernier mot. Parcoursup lui transmet des propositions et c'est à lui, avec vous évidemment, à choisir ce qu'il souhaite faire. Ce qui est important et que j'ai souligné, c'est que, contrairement à ce que là aussi vous pouvez entendre ici ou là, parfois même aussi des enseignants, moi je le dis aussi, c'est que Parcoursup est celui qui fait l'examen et qui décide du dossier. Mais non, ça n'est pas le cas. Parcoursup n'est qu'un messager, Parcoursup n'est qu'une plateforme. Son rôle, c'est de recevoir les candidatures des élèves. Son rôle, c'est de les transmettre à des enseignants des formations du supérieur. Ce sont eux qui définissent des critères, ce sont eux qui examinent les dossiers, ce sont eux qui redonnent à Parcoursup le classement. Et simplement, ce que va faire Parcoursup, c'est de transmettre les propositions et les classements vers les élèves pour répondre à chacun des vœux qu'ils ont formulés. Donc, pas de confusion à faire. Ça n'est jamais Parcoursup qui analyse les candidatures. Ce sont des vrais enseignants. Ce n'est pas un algorithme qui décide. Ce sont des enseignants qui ont défini des critères et qui ensuite les mettent en œuvre pour déterminer un classement. Voilà ce petit rappel du cadre de Parcoursup. Si je continue, 3 autres principes qui nous sont importants sur la slide suivante. Le principe de transparence de l'information. Transparence pour permettre évidemment à chacun des candidats d'affiner son projet d'orientation et d'estimer aussi ses chances d'accéder à telle ou telle formation. Parcoursup vous permet de comparer entre les formations et vous savez qu'une première étape de Parcoursup, j'y reviendrai, ouvrira le 20 décembre, donc dans quelques jours. Eh bien, à partir du 20 décembre, vous aurez d'ailleurs accès sur le moteur de recherche de Parcoursup à un petit comparateur. Je pense que certains d'entre vous ont déjà utilisé ce type de fonctionnalité quand ils achetaient, je ne sais pas, un téléphone portable, une machine à laver ou autre. Eh bien, vous pouvez faire pareil avec Parcoursup, avec quelques éléments qui vous permettent rapidement, dans votre dossier, de regarder, comparer des formations entre elles sur des éléments. J'y reviendrai pour vous éclairer. Parcoursup permet de visualiser les critères d'analyse des candidatures que vont utiliser les formations du supérieur. Là aussi, vous découvrirez à partir du 20 décembre, sur chaque fiche de formation, il y a une rubrique qui s'appelle « Comprendre les critères d'analyse des candidatures » et qui vous permet de voir comment une formation va examiner les dossiers qui lui sont proposés. Eh bien, quel est le poids des notes, quel est le poids des appréciations, quelle est la valeur donnée à l'engagement, à la motivation, tous des éléments que vous pouvez retrouver sur Parcoursup. Et puis, Parcoursup vous permet aussi de consulter des conseils qui sont ceux donnés par les enseignants du supérieur sur à la fois quel parcours est recommandé au lycée pour aller dans tel ou tel type de formation, quelles sont les données finalement de la session précédente, celle de 2023, qui vous permet d'apprécier est-ce que j'ai des chances de rentrer dans cette formation, quel est le profil des candidats, comment cette formation a classé les candidats. Voilà. Ce sont des éléments d'information. Alors, évidemment, Parcoursup n'est pas parfait, ne le sera sans doute jamais, mais Parcoursup progresse chaque année pour essayer de renforcer encore plus cette transparence. Et je le dis puisque nous travaillons aussi avec la Fédération PEP très régulièrement pour solliciter des parents, pour nous aider à améliorer encore le processus, parce que c'est toujours évidemment notre mission. 5e principe, très important, c'est qu'on n'est jamais seul pour faire ses choix et que le principe de Parcoursup, c'est l'accompagnement personnalisé tout au long de la procédure pour aider les lycéens à faire leurs choix. Les lycéens qui sont accompagnés dans leur lycée, et nous sommes en contact régulier avec les proviseurs à qui nous transmettons des orientations, à qui nous transmettons des ressources, des outils, de manière à présenter Parcoursup comme je le fais aujourd'hui, évidemment plus largement, mais à l'ensemble de leur lycée. Un accompagnement qui se fait aussi sur la plateforme directement à travers une messagerie intégrée, qui se fait à travers un numéro vert qui sera ouvert à partir du 17 janvier, j'y reviendrai en fin de mon exposé, et puis aussi lors des journées portes ouvertes, parce que pour élaborer son projet, rien de mieux que d'avoir, au-delà des informations qui sont sur Parcoursup, un contact réel et direct avec des enseignants, avec des étudiants. Ce contact, il est indispensable parce que souvent, les lycéens ont une appréciation un peu théorique des formations et des métiers auxquels ils peuvent conduire et qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir avoir un contact direct avec des vrais gens qui vous expliquent évidemment à la fois le contenu des formations, les exigences des formations et puis aussi
comment ça se passe en vrai quand on est étudiant. Je crois que ça permet de rassurer tout le monde et puis de se donner une bonne idée de est-ce que cette formation m'intéresse, est-ce que cette formation me permet de satisfaire au projet que j'ai conduit. Je le dis d'ailleurs à cette occasion, moi, ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas tellement que chacun réussisse Parcoursup, ce qui m'intéresse, c'est que chacun réussisse son projet d'études supérieures. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce dialogue aussi humain, finalement, avec des enseignants, avec des étudiants. Prise en compte du profil pour favoriser l'égalité d'accès et de réussite, c'est une des priorités fixées par la loi à Parcoursup. Parcoursup met en œuvre des actions ciblées pour faciliter l'accès des lycéens boursiers du secondaire à l'enseignement supérieur, pour favoriser l'accès des bacheliers professionnels dans les BTS, là où ils réussissent le mieux, pour favoriser l'accès des bacheliers technologiques dans les IUT, là aussi où ils réussissent le mieux statistiquement, pour favoriser aussi l'accès à l'enseignement supérieur de lycéens qui participent à des processus de cordée de la réussite. Ce sont des dispositifs d'égalité des chances mis en place par l'Éducation nationale avec des formations du supérieur. Parcoursup, c'est aussi prendre en compte des situations particulières. Je pense aux jeunes en situation de handicap. Je pourrais peut-être y revenir si certains ont des questions, ou des candidats qui sont sportifs de haut niveau ou encore artistes confirmés et qui souhaitent cumuler une activité artistique, sportive, avec des poursuites d'études supérieures. Parcoursup promeut en dernier lieu ce qu'on appelle le développement des parcours WICI, on y reviendra plus en détail au printemps, qui sont des dispositifs personnalisés mis en place à l'université pour favoriser la réussite des étudiants et essayer d'accompagner davantage ceux qui sont peut-être plus fragiles pour réussir. C'est ça le mandat de Parcoursup. Alors, je vous ai donné à peu près 6 principes de Parcoursup. Voyons maintenant quel est son calendrier, le calendrier de l'année 2024. Évidemment, vous le retrouvez aujourd'hui, dès aujourd'hui sur le site parcoursup.fr et vous le retrouverez à partir de la semaine prochaine à plus grande échelle explicitée. Il y a 3 phases globalement sur Parcoursup. Une phase d'information, de découverte des formations très importante et qui se déroule jusqu'au mois de janvier. Une phase d'inscription sur Parcoursup et de formulation des vœux, vous voyez, qui durera à peu près 2 mois. Et puis une phase de choix, de réception des réponses de la part des enseignants du supérieur et de réponses pour choisir et décider finalement quelle poursuite d'études on fera à partir de la rentrée. Si on passe à la slide suivante, voilà, un élément pour vous expliciter ce que sont le calendrier de Parcoursup dans cette phase-là. Et vous voyez, à partir du 20 décembre, donc mercredi prochain, nous ouvrons le site d'information Parcoursup 2024 qui vous permettra de consulter toute l'offre de formation pour 2024. Et puis, nous y mettrons en place des petits tutos, des petites vidéos, des éléments d'explication. Je crois que c'est un moment pour regarder pendant le temps en famille et plus tranquille des fêtes, de prendre quelques moments pour regarder ce qu'est Parcoursup. Si je vais à la slide suivante pour vous donner un élément, quelles sont les formations finalement? J'ai évoqué les formations sur Parcoursup. La question, c'est quels sont ces types de formations? Eh bien, parmi les 23 000 formations, on rencontre finalement 2 types de formations à bien avoir en tête. D'abord, ce qu'on appelle les formations sous statut étudiant. En quelque sorte, c'est la voie la plus classique. Vous êtes inscrit dans un établissement et vous poursuivez un cycle de formation académique. Ce sont à la fois l'ensemble des différentes licences portées par les universités, ce sont les formations qui ont le plus grand nombre de places sur Parcoursup. Ce sont les formations dites sélectives qui sont portées par les lycées, les classes préparatoires, les BTS. Ce sont aussi les IUT, les bachelors universitaires de technologie qui sont proposés par les IUT, les formations en soins infirmiers, autres formations paramédicales du ministère de la Santé, des formations du travail social. Évidemment, l'ensemble des écoles d'ingénieurs de commerce et de management, et puis les instituts d'études politiques, que ce soit à Paris ou en région, des écoles vétérinaires du ministère de l'Agriculture ou encore même les formations au métier de la culture, du sport. Parcoursup est en quelque sorte une plateforme interministérielle dans laquelle chacun des ministères peut proposer ces types de formations. Et puis, on a aussi des formations, ce qu'on appelle sous statut d'apprentissage, en alternance. Pourquoi en alternance? Juste un rappel de ce que ça signifie. Ça veut dire que vous passez un diplôme en alternant des temps de formation académique proposés par des centres de formation d'apprentis et des temps d'expérience concrète, métier,
dans une entreprise, dans une administration, auprès d'un employeur. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à la fin, vous avez le même diplôme, simplement les modalités d'apprentissage que vous suivez sont différentes. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes intéressé par un bachelor universitaire de technologie dans un IUT en apprentissage, eh bien, vous pouvez faire le même diplôme soit sous statut étudiant, et vous ne serez accueilli que dans votre IUT, soit vous le faites par la voie de l'apprentissage, et vous aurez des temps d'apprentissage qui sont faits directement auprès de l'employeur. Au terme des 3 années, puisqu'il y a 3 années d'apprentissage dans les buts, vous aurez exactement le même diplôme. Mais évidemment, vous l'anticipez bien, tout cela aura sans doute un impact sur votre capacité d'insertion professionnelle, puisque plus vous aurez eu une expérience en entreprise et davantage vous serez amené et conduit à vous y adapter facilement. Ce qui est le point commun, quelle que soit la nature des formations, sous statut étudiant ou en apprentissage, c'est que vous retrouvez sur la fiche de formation de Parcoursup des informations qui sont utiles pour vous aider à vous y retrouver. On y trouve des informations sur les critères, sur le statut de l'établissement, des informations sur le caractère sélectif ou non de la formation, sur les frais de scolarité ou de candidature lorsqu'il y a des épreuves écrites ou orales, sur les débouchés et les poursuites d'études, ou encore même sur le taux d'accès. Je pourrais y revenir s'il y a des questions. Le taux d'accès exprime en quelque sorte, est-ce que dans cette formation, tous ceux qui ont été candidats ont reçu une place, ou est-ce que c'est une formation pour laquelle il y a une très grande sélectivité ou uniquement une part d'entre eux a reçu une proposition d'admission. En tout cas, vous verrez à partir dès aujourd'hui, vous pouvez aller regarder sur Parcoursup, c'est toujours organisé de la même manière, de manière à faciliter vos propres perceptions. Si on passe Monsieur à la Teilhard, slide je vous suivante. interromps 2 secondes, Monsieur Teilhard. Je rappelle que pour poser les questions, vous devez passer par le module Q&R, questions et réponses, et non pas par le module conversation. Je vous remercie. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. 2 sites pour vous aider à vous y retrouver une fois que je vous ai décrit finalement l'ensemble de ces formations. D'abord, à gauche sur l'écran, le site Avenir ONICEP, qui est une plateforme à partir de laquelle on pourra retrouver notamment beaucoup d'informations sur les métiers. Et je crois que c'est important pour les lycéens, des fois, de se rendre compte concrètement quels sont les débouchés des formations, quel est le métier concret avec des petites vidéos, avec des renseignements très pratiques. Donc, je vous invite à vous y rendre. Deuxième site, évidemment, c'est parcoursup.fr qui permettra à partir du 20 décembre de consulter toute l'offre de formation. Vous retrouverez sur le site parcoursup.fr beaucoup d'informations aussi en termes de conseils, en termes de peut-être des petits focus. On fera des focus sur les formations en soins infirmiers, sur les études de santé, des focus sur comment on fait des vœux. Voilà, beaucoup d'informations. Et vous retrouverez toujours ce format-là de moteur de recherche avec une carte de France qui vous permet de visualiser. Et puis à gauche, un petit moteur de recherche où vous pourrez trouver à partir de mots-clés tout simples les formations qui vous intéressent, soit près de chez vous, soit des formations à partir d'une thématique qui vous intéresse. Sur la slide suivante, évidemment, ce qui est important, c'est de ne pas rester avec ses propres questions, c'est de s'informer, d'échanger. Et je crois que la démarche que vous avez entreprise ce matin en étant là, c'est bien de vous inscrire dans cette démarche-là. Nous organiserons tout au long de la session 2024, à partir du mois de janvier, des lives, de manière à finalement poser des questions en direct et que moi, je puisse y répondre. Donc, c'est souvent moi qui les organise, mais parfois, on le fait aussi avec des partenaires. Je pense notamment sur les formations en soins infirmiers, on le fera avec des étudiants qui sont très bien placés pour parler de ces formations et qui peuvent parler de pair à pair, en fait, en quelque sorte, avec vos enfants. On le fera sur les études de santé avec des étudiants en médecine ou en pharmacie qui seront là aussi pour répondre à des questions. Et puis, l'échange, pour vous, il peut se faire à plusieurs niveaux, à la fois avec les professionnels au sein du lycée, le professeur principal, les psychologues de l'éducation nationale. J'insiste là-dessus parce que le professeur principal n'est peut-être pas spécialiste des 23 000 formations de Parcoursup. Alors, je vais rassurer, moi non plus, je ne suis pas spécialiste des 23 000 formations, je ne les connais pas toutes. Ce qui compte, par contre, c'est que le professeur principal, il connaît votre l'élève, il connaît votre enfant, et il sait à peu près, il peut l'orienter, le guider tout au long de la procédure. Et que vous le sachiez aussi, chaque professeur principal a dans son dossier Parcoursup à lui-même des informations statistiques. Il sait dans sa classe, parmi ses élèves, quels sont ceux qui ne font qu'un vœu, quels sont ceux qui font que des vœux, par exemple, sur des formations sélectives. Et l'objectif, c'est que nous dialoguons aussi avec eux de manière à leur apporter de l'information qui les aide à accompagner vos enfants.
Deuxième élément, échanger avec les formations d'accueil. Je crois que c'est très important. Échanger avec des responsables de formation, des étudiants ambassadeurs et échanger lors des journées portes ouvertes. Vous verrez cette année, nous vous permettrons à partir du 20 décembre, finalement, quand vous faites vos navigations sur le moteur de recherche Parcoursup, vous pourrez sélectionner des favoris. Je crois que là encore, ce sont des fonctionnalités qu'on voit beaucoup sur les sites Internet, donc il n'y aura pas tellement de surprises pour vos enfants à les manipuler. Et lorsque vous aurez sélectionné des formations favoris, bien vous verrez les informations sur les journées portes ouvertes et votre enfant pourra même demander à Parcoursup de le prévenir quelques jours avant l'organisation de la journée porte ouverte. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on va mettre en place cette année, avec l'objectif toujours, vous êtes intéressé par un élément, on vous fera une forme de rappel, à peu près une semaine avant l'organisation de la journée porte ouverte, de manière à ce que vous puissiez bien l'inscrire dans votre dossier. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je rappelle que tous les parents pourront, au moment de la création du dossier par leur enfant sur Parcoursup, ajouter eux-mêmes leurs coordonnées de mail et de portable. Et à chaque fois que je serai conduit à adresser un message à votre enfant, vous recevrez exactement le même message au même moment. Et je crois que c'est un élément important. Voilà, j'ai fait un premier tour de piste un peu global sur quel est le sens de Parcoursup, quel est le calendrier de Parcoursup, quelles sont les formations qu'on trouve sur Parcoursup. On peut peut-être à ce moment-là faire une petite pause avec quelques premières questions, peut-être que vous avez posées à travers le module Q et R. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, une question générale qui est souvent posée par rapport à ce webinaire. Oui, le webinaire pourra être revu. Il sera sur le centre de ressources de la PEP. Ensuite, on a des questions un peu plus générales. Est-ce qu'un élève peut postuler sur une université qui est hors de son académie? La réponse est bien sûr oui. On peut postuler sur toutes les formations qui sont en France sur Parcoursup. Je préciserai simplement que un lycéen est prioritaire pour l'accès à l'université de son académie. Je vais essayer de donner des exemples très concrets. Votre enfant a 10 vœux, on y reviendra un petit peu après. Il peut faire des vœux sur plusieurs universités, quel que soit le territoire. Dans l'université de son académie, il sera prioritaire pour y accéder. Il ne sera pas prioritaire pour accéder dans une université d'une autre académie. Je prends l'exemple. Vous habitez à Besançon, vous êtes prioritaire pour accéder à l'université de Besançon, vous n'êtes pas prioritaire pour accéder à l'université de Strasbourg ou de Paris. Vous habitez la région Île-de-France, je précise parce que c'est une spécificité, quelle que soit l'académie dans laquelle vous résidez, à Paris, à Versailles ou à Créteil, vous êtes prioritaire pour l'ensemble des universités qui sont présentes en Île-de-France. Vous n'êtes pas prioritaire pour une université à Besançon, Marseille ou Lille. Mais néanmoins, vous pouvez faire des vœux partout, et je le précise, à chaque fois que vous formulerez des vœux, eh bien, on vous précisera dans le dossier, le candidat pourra voir s'il est prioritaire ou pas prioritaire. Donc, je crois que c'est un point important, à la fois liberté de formuler des vœux et en même temps des règles. Pourquoi des priorités? Je le dis tout simplement, c'est d'éviter les déplacements et permettre à ce que les élèves puissent trouver dans leur académie des places dans les universités qui sont celles de leur territoire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, si je puis me permettre, Monsieur Teilhard, il y a un complément pour cette question-là. Qu'est-ce que vous entendez par études universitaires? Parce que certains pensent au BTS ou BUT. Oui, alors, il faut bien le préciser. Peut-être si vous pouvez revenir à la slide où je présentais les 23 000 formations, comme ça me permet de bien, juste un peu avant, pardon. Si on revient en arrière, alors plutôt en arrière, ah non, plutôt avant, en arrière. Si on remonte dans les formations, on remonte dans les slides. Donc, je vais commencer le texte, peu importe. Non, là, on va dans l'autre sens. Je suis au début. Voilà, c'est plutôt en amont. Voilà, ici. Si on peut s'arrêter là.
Donc, vous avez raison, Madame Ferry, vous évoquez qu'est-ce que sont les formations universitaires par rapport aux autres. Alors, les formations à l'université, ce sont les formations, ce qu'on appelle les licences, y compris certaines qui sont des licences avec sa santé. Ce sont une licence de droit, une licence de mathématiques, une licence de psychologie, une licence d'économie-gestion. On y retrouve aussi ce qu'on appelle les parcours préparatoires au professorat des écoles, les PPPE, pour les élèves qui se destinent à étudier pour devenir enseignant ultérieurement, et puis les parcours d'accès aux études de santé, les PASS. Ces trois types de formations, licence, PPPE, PASS, ce sont des formations universitaires, si j'utilise ce terme générique. Par contre, ne sont pas des formations universitaires, mais tout en étant des formations du supérieur, ce sont les classes préparatoires, les BTS, les diplômes de compta-gestion, les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, qui sont des formations organisées dans des lycées, formations supérieures en lycée. On y retrouve aussi les bachelors universitaires de technologie dans les IUT. On retrouve les formations en soins infirmiers, les IEP, écoles vétérinaires. Voilà. Donc, formation universitaire avec des priorités, ce sont les licences, les parcours préparatoires aux professeurs des écoles ou les PASS. Toutes les autres formations sont des formations sur lesquelles il n'y a pas de priorité géographique. Vous pouvez faire des vœux partout en France, il n'y a pas de priorité géographique. Les priorités géographiques ne s'appliquent que pour les formations universitaires proposées par les universités. Alors, dans la même idée, qu'est-ce qu'il a? Non, on avait donc, je vous posais la question, est-ce que l'accès à Parcoursup et notamment aux informations sur les fiches de formation sont-elles accessibles à tous, c'est-à-dire aux familles de seconde et de première, ou est-ce qu'il faut attendre la terminale? Exactement, exactement. Alors, merci de votre question, ça permet de rappeler. Donc, le site Parcoursup, alors à partir du 20 décembre, ça sera d'ailleurs un site parcoursup.gouv.fr. Pourquoi .gouv.fr? Ça permet d'éviter des confusions, peut-être que peut avoir certains avec des sites marchands qui essayent de créer des sites un peu parallèles, vous voyez, pour se créer de l'audience, parce que Parcoursup en a beaucoup. Il n'y a qu'un seul site et le site est entièrement gratuit, il est entièrement accessible. Et évidemment, les parents d'élèves de seconde ou de première peuvent tout à fait aller naviguer sur le site. Vous pouvez le faire d'ailleurs en même temps qu'on se parle. Hein. Le site est ouvert et vous pouvez voir toute l'offre de formation 2023. À partir du 20 décembre, donc mercredi prochain, vous pourrez voir toute l'offre de formation 2024, celle de la rentrée 2024. Pourquoi c'est intéressant d'aller consulter Parcoursup? Alors, je vais vous dire deux choses. Un, parce que vous pouvez voir l'offre de formation et c'est toujours intéressant de vous renseigner, de commencer à naviguer, appréhender Parcoursup. La deuxième chose, c'est que vous pouvez y retrouver des informations qui intéressent aussi vos enfants au stade où ils en sont. C'est-à-dire que, par exemple, sur chaque fiche de formation, vous avez dans la rubrique sur les critères une information sur les parcours recommandés pour aller au lycée. Ça vous permet de voir, je pense aux bacheliers généraux et technologiques, y a-t-il des choix d'enseignement de spécialité privilégiés pour aller dans les formations ou pas? Est-ce que cette formation accueille tous les types de profils permettant d'accéder à cette formation? Donc, ce sont des informations qui vous sont utiles pour les choix d'enseignement de spécialité, qui vous sont utiles aussi pour construire son parcours. Je voudrais rappeler aussi, ce faisant, il y a un élément toujours important à prendre en compte sur Parcoursup et dans les formations de Parcoursup. Bien plus que les choix d'enseignement de spécialité, ce sont souvent le niveau scolaire qui fait la différence entre les élèves dans leur capacité à rentrer ou non dans une formation. Alors évidemment, quand vous allez, ce que je dis a une limite, évidemment, mais je pense que vous la partagez avec moi, quand vous voulez faire des mathématiques, une licence de mathématiques, ne pas avoir fait de choix d'enseignement de spécialité mathématiques, c'est se priver de la possibilité d'accès à cette formation. Mais je crois que aussi le deuxième élément que je veux en tirer comme conséquence et à dire aussi aux parents pour leurs enfants, c'est que ce qui compte dans les choix d'enseignement de spécialité, c'est que les élèves s'y plaisent. C'est de faire des choix qui les intéressent parce que le meilleur moteur de leur réussite future dans le supérieur, c'est leur intérêt, leur motivation, leur curiosité, leur gourmandise à travailler sur un enseignement. Typiquement, pour vous dire, prendre l'enseignement de spécialité mathématiques parce qu'on pense que c'est indispensable pour aller là où on veut aller alors qu'on n'aime pas les mathématiques, je ne pense pas que c'est un bon choix. Je l'assume clairement. Je crois qu'il faut réfléchir à son projet d'orientation. Beaucoup de formations peuvent tout à fait être accessibles sans avoir pris l'enseignement de spécialité mathématiques. Et je rappelle qu'il y a, pour ceux qui n'ont pas l'enseignement de spécialité mathématiques en terminale, il y a l'option maths complémentaire qui est vraiment
une option exigeante et une option très formatrice. Et je vais donner un exemple parce qu'il est emblématique et je pense que beaucoup de parents sont aussi de ma génération, dans lequel à qui on a toujours dit les études de médecine, il faut faire des maths. La réalité aujourd'hui, c'est que lorsque l'on regarde les admissions dans les études de médecine, eh bien, les profils les plus admis sont les profils de ceux qui ont fait à la fois physique, chimie et sciences et vie de la Terre, beaucoup plus que ceux qui ont fait mathématiques. Donc voilà, consultez la plateforme Parcoursup, elle vous permet d'avoir ce type d'informations-là qui aide aussi à accompagner vos enfants dans leur choix en amont du lycée. Et puis, dernier élément pour répondre à cette question, à partir du 20 décembre, on proposera, je l'ai dit, quand vous consultez les fiches de formation de Parcoursup, d'identifier des favoris. Eh bien, on permettra même à partir du 20 décembre que des parents comme vous, des élèves puissent finalement créer un compte sur Parcoursup pour garder en mémoire leurs favoris, même s'ils ne sont pas candidats à Parcoursup au titre de l'année de terminale. Donc, je donne un exemple très concret. À partir du 20 décembre, Lorraine est une élève de première et puis elle regarde le Parcoursup et elle veut mettre en favori quelques formations. Elle pourra le faire, se créer un compte dans Parcoursup et puis elle pourra très bien l'an prochain retrouver les favoris qu'elle avait sélectionnés. Évidemment, mon intuition, c'est que Lorraine, entre l'élève de première qu'elle est et l'élève de terminale qu'elle sera l'an prochain, elle aura changé d'avis, elle aura changé de projet. Mais je vous donne juste cette fonctionnalité qui sera accessible avec toujours l'idée utiliser Parcoursup bien en amont pour arriver à déjà finalement s'intéresser à sa projection et à son parcours. L'idée, c'est que ça soit très progressif. Évidemment, là aussi je précise, on peut créer un compte, mais on n'est jamais obligé. On peut consulter Parcoursup sans créer de compte, c'est tout à fait libre et gratuit. Alors, ensuite, une question qui est un petit peu plus technique. Si on veut faire des études à l'étranger, est-ce que cela apparaît sur Parcoursup, sachant que le diplôme envisagé est reconnu en France? Alors, Sachant également que l'étranger, c'est l'Union européenne. oui. Alors, Parcoursup ne propose que des formations qui sont implantées en France. Donc, les études à l'étranger ne passent pas par Parcoursup. Je précise juste qu'il peut y avoir quelques cas de figure que peut-être les parents ont déjà repérés en allant sur le moteur de recherche, où vous pouvez voir une formation à Londres, à Madrid, je crois à Berlin aussi, voire même il y en a une au Maroc, à Casablanca. Ce sont des exceptions, c'est lorsque ce sont des formations en France qui sont conventionnées avec des établissements à l'étranger. Si je me rappelle bien, il y a une formation de Dauphine, l'université parisienne, qui a des liens avec une formation anglaise, avec une formation à Madrid. Donc, ce sont des exceptions. Si je vais au-delà, donc aller à l'étranger, on ne passe pas par Parcoursup pour s'inscrire dans des formations à l'étranger. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, évidemment, c'est bien d'avoir des projets d'études à l'international. Moi, ce que je recommanderais aux parents qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, c'est peut-être néanmoins de faire des vœux en parallèle sur Parcoursup, parce que vous ne savez pas, à la date où on se parle aujourd'hui, si finalement le projet d'études à l'étranger va se concrétiser ou pas. Et vous avez la possibilité, pendant la session de Parcoursup, on y reviendra juste après, eh bien, de vous inscrire, de faire des vœux sur Parcoursup. Et puis, si jamais, au mois de juin ou de juillet prochain, vous décidez finalement vraiment de partir à l'international et que votre inscription dans l'université, je ne sais pas moi, en Belgique est acceptée, eh bien, vous renoncez à ce que vous aviez, vous vous désinscrivez de Parcoursup parce que vous ne vous intéresse pas. Par contre, si jamais le projet de départ à l'international tombe à l'eau pour des tas de raisons différentes, eh bien, au moins, votre enfant aura fait des vœux sur Parcoursup et pourra être admis dans des études en France. Le choix de l'académie, en quelque sorte, d'être réservé à l'académie où l'on réside, c'est quelque chose qui interroge, notamment lorsque la formation n'existe pas dans son académie. Alors, j'aurais tendance à dire oui, il y a une également exception. si des solutions. Oui, alors je le précise, quand il y a une formation universitaire qui n'existe pas dans votre académie, vous êtes prioritaire sur les autres académies.
évidemment. Vous avez raison de poser cette question. Je pense que le cas de figure arrive assez peu, finalement. Moi, j'en connaissais un, je ne sais même pas s'il est encore d'ordre du jour aujourd'hui, mais je le connaissais en 2019. C'était à l'université de Limoges. Il n'y avait pas de licence de psychologie. Si c'est toujours le cas, eh bien, si votre enfant habite Limoges ou l'Académie de Limoges et qu'il souhaite faire des vœux à Bordeaux pour faire des études de psycho, ou à Lyon, ou à Montpellier, par exemple, eh bien, il sera prioritaire comme les autres, finalement, comme les habitants de Bordeaux, de Montpellier ou de Lyon. Voilà, donc on a pris en compte cette exception-là. Je le précise aussi, parce que je vais au-delà de votre question, mais parce que c'est des questions qui se posent très, très simplement. On prend en compte l'académie de résidence. C'est la résidence qui est déterminante pour savoir si on est de cette académie. Ce n'est pas le lycée dans lequel on étudie. Par exemple, ça évite, vous voyez, ça existait pendant quelques années. Il y avait les anciens Parisiens qui allaient habiter dans l'académie de Créteil, par exemple à Montreuil, et puis qui s'inscrivaient en terminale dans un lycée privé à Paris pour dire « Ah ben, j'habite Paris ». En fait, c'est sans incidence, peu importe le lycée que vous fréquentez, ce qui compte, c'est votre académie de résidence. Il peut arriver que certains parents, parce que c'est la vie, en fait, le Parcoursup, c'est avec la vie qui doit fonctionner, certains parents vont déménager pour des obligations personnelles, des obligations professionnelles. Et au moment où votre enfant va faire des vœux, vous habitez encore, par exemple, à Grenoble, et puis au moment de la rentrée de septembre, vous habiterez à Mulhouse. Eh bien, évidemment, à ce moment-là, vous le signalez dans Parcoursup. L'Académie pourra peut-être vous demander des pièces justificatives, parce qu'autrement, vous savez, il y en a qui nous raconteront des tas d'histoires. Et à ce moment-là, on prendra en compte une double priorité, à la fois dans le territoire dans lequel l'enfant réside, et puis dans le territoire dans lequel il résidera à la rentrée si le projet se concrétise effectivement. L'objectif, c'est toujours ça, s'adapter à la situation personnelle. On traite aussi sur Parcoursup, parce que là, encore une fois, sur la vie, c'est la vie, le cas des parents qui sont divorcés, parce que là aussi, ça existe également, ces situations-là. Donc, voilà, on essaye de s'adapter au maximum, et il y a peut-être parmi nous ce matin des parents de lycéens qui sont dans des lycées français à l'étranger, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans le cas où ce serait le cas, eh bien, les lycéens français qui étudient et vont passer le bac français dans un lycée français du réseau de l'enseignement français à l'étranger, eh bien, eux vont être prioritaires partout sur le territoire métropolitain. Par construction, ils n'ont pas d'université là où ils habitent, et donc ils sont prioritaires quel que soit l'endroit sur le territoire. Est-ce que l'on peut également, par le biais de Parcoursup, ou comment cela se passe-t-il si on veut faire une demande d'année de césure? Est-ce que cela met en cause l'acceptation d'une entrée en formation? Est-ce que cela s'indique sur Parcoursup? Alors, c'est une très bonne question régulière, donc je précise. Vous pouvez faire un projet personnel de départ à l'étranger, d'activité autre après votre baccalauréat, sans lien avec le supérieur. Alors, je ne sais pas, ça s'appelle d'une manière générique dans notre langage commun, ça s'appelle une année sabbatique. Vous faites ce que vous voulez pendant un an et au bout d'un an, vous pouvez revenir sur Parcoursup. Enfin, vous n'êtes pas interdit d'accès à Parcoursup parce que immédiatement après le bac, vous avez fait autre chose. Deuxième situation, c'est la césure, qui est un cadre juridique. La césure, c'est lorsque vous allez sur Parcoursup, et dans Parcoursup, on vous demandera au moment où vous formulez des vœux, vous aurez la question qui vous sera posée, est-ce que vous souhaitez faire une césure? Vous pouvez tout à fait donner cette information, répondre positivement, et cette information, elle sera gardée par Parcoursup. Elle ne sera pas transmise aux formations d'accueil au moment où elles examinent votre dossier. Et puis le jour où, moi je vais prendre un exemple concret là aussi, Laurent décide de rentrer dans une formation, c'est une licence de droit à l'université de Grenoble, eh bien, nous transmettrons à l'université de Grenoble le fait que Laurent nous a indiqué qu'il souhaitait faire une année de césure. À ce moment-là, Laurent devra entrer en contact avec son établissement d'accueil, qui aura la possibilité d'accepter ou de refuser le projet de césure proposé par Laurent. Souvent, je pense que ce qu'ils apprécient, c'est y a-t-il vraiment un projet concret et pertinent. Une fois que la formation a accepté, eh bien, il y aura une convention signée entre Laurent et son université. On a dit que c'était l'université Grenoble-Alpes. Et il y aura Laurent pourra faire son projet.
2, il aura le statut d'étudiant dans cette formation. 3, il pourra même avoir accès aux bourses, s'il est éligible aux bourses. Et 4, surtout, si au terme de son année de césure, il souhaite revenir dans la formation, il pourra le faire, sa place est gardée au chaud en quelque temps, et il n'aura pas à repasser par Parcoursup. C'est ça qui est important. Donc, la césure, 1, vous pouvez la demander via Parcoursup. 2, c'est l'établissement qui décide de l'accepter ou de ne pas l'accepter. 3, vous êtes à ce moment-là un statut d'étudiant et vous pouvez faire votre projet de césure. 4, lorsque vous souhaitez revenir dans la formation pour laquelle on vous a gardé la place au chaud, vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. Évidemment, si au bout d'1 an de césure, parce qu'à mon avis, ça arrive dans énormément de cas, vous avez changé de projet personnel et professionnel, et bien à ce moment-là, et que vous voulez autre chose et que la formation initiale ne vous intéresse pas ou plus, et bien à ce moment-là, vous pouvez repasser par Parcoursup pour demander une autre formation si c'est ça votre projet. Une question assez simple. Est-ce que le nom du lycée sera toujours indiqué dans Parcoursup cette année? Alors, le nom de l'établissement dans lequel le lycéen poursuit ses études secondaires est effectivement indiqué dans le dossier de Parcoursup. Ce qui est anonymisé dans Parcoursup, c'est le nom, le prénom, l'âge et l'adresse du domicile où réside le candidat. Il y a 3 exceptions à cette situation que vous allez comprendre assez facilement. 1, lorsque vous demandez une classe préparatoire avec un internat, un hébergement en internat. À ce moment-là, la question est importante de notamment l'âge, parce que c'est un critère qui peut parfois être pris en compte par les internats au moment où ils examinent les dossiers d'accès à l'internat pour privilégier finalement les plus jeunes lycéens, parce que voilà, c'est un accompagnement plus de proximité, un hébergement en internat plutôt que d'avoir à se loger par lui-même. 2, il n'y a pas cet anonymat lorsque vous faites des vœux sur une formation qui va organiser un concours, une épreuve écrite ou orale parce qu'elle a besoin de vous convoquer. Si elle ne sait pas votre nom, votre prénom et qu'elle ne sait pas où vous habitez, bien évidemment, c'est plus compliqué. 3e situation, c'est lorsqu'il y a des vœux en apprentissage pour lequel il y a à la fois une formation, mais aussi la recherche d'un employeur. Et donc, rechercher un employeur sans pouvoir transmettre ni le nom ni le prénom, voilà, là aussi, c'est compliqué. Mais indépendamment, et c'est ça que je voudrais rappeler, ce n'est pas parce que l'information sur le lycée figure que ça veut dire que ça légitime le fait pour les formations de faire des discriminations en fonction du lycée d'où on vient. Je le dis très clairement, la discrimination en fonction du lieu d'origine, par exemple, est une discrimination interdite par la loi. Alors, quand il y a des formations qui utilisent cette donnée, c'est plus parfois parce qu'elles rééquilibrent des questions de notation où il y a des notations très différentes d'un lycée à l'autre et en regardant, elles peuvent regarder ce que sont les résultats d'un lycée ou d'un autre. Mais sur Parcoursup, toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup s'engagent aussi à des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. Et la liste des discriminations interdites par la loi l'aurait clairement rappelé. Est-ce que les écoles avec concours d'entrée pour la première année relèvent de Parcoursup? Oui. Alors, je vous dis, ce qui détermine le fait d'être dans Parcoursup ou pas dans Parcoursup, c'est est-ce que votre diplôme est reconnu par l'État au sens enseignement supérieur ou pas. Vous avez énormément de formations dans celles qui sont là. Vous voyez, je vous ai mis école d'ingénieur, de commerce ou de management, par exemple. Les concours d'école d'ingénieurs INSA, Avenir, Puissance Alpha sont sur Parcoursup. Et côté école de commerce, les concours Advance, les concours Sésame, je ne les connais pas tous entre nous. Les concours GEPI Polytech sont aussi des concours qui sont présents sur Parcoursup. À ce moment-là, la candidature à ces concours passe aussi par Parcoursup. Une question pratique. Est-ce la ville ou la région qui définit l'académie? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'habiter dans une ville… C'est votre résidence. Si vous habitez au 10 rue Éléonore Lacroix, je sais pas, peu importe la ville, c'est ça qui détermine votre résidence. Et cette information-là,
pour les lycéens, vous n'aurez pas à la renseigner dans Parcoursup. Moi, je vais la remonter directement depuis le lycée où votre enfant est scolarisé, où vous avez bien une adresse indiquée. Et bien, cette adresse de résidence, c'est celle qu'on prend en compte sur Parcoursup. Je vais vous inviter à continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mais elles seront… Ouais. Vous allez y répondre, je pense, après. Merci. Très bien. Donc voilà, on reprend avec ce premier slide. On a parlé de la première étape qui était celle de je m'informe, je découvre des formations à travers le moteur de recherche, on l'a évoqué. Maintenant, on rentre un peu plus dans le concret, qui sera la réalité à partir du 17 janvier, où nous ouvrons Parcoursup pour vous inscrire sur Parcoursup et formuler des vœux sur Parcoursup. 2 dates à retenir. Une première date qui est le 14 mars 2024, c'est la fin de la formulation des vœux. Et le 3 avril 2024, c'est le moment où on doit avoir finalisé complètement son dossier. Vous voyez qu'entre avril et mai, chaque formation pour laquelle vous avez des vœux confirmés, eh bien, recevra et examinera votre candidature avant qu'on puisse passer à la 3e phase à partir du 30 mai, où on mettra en avant auprès des candidats les réponses qui sont formulées. Donc voilà, 2 dates à retenir, le 14 mars, le 3 avril. Si je passe à la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire sur Parcoursup? C'est vraiment une opération très simple. Il vous faut à la fois une adresse mail valide et consulter régulièrement pour échanger et recevoir les informations sur le dossier. Alors, il faut que ça soit l'adresse que vous utilisez. Il y a parfois, je le dis aussi, regardez, moi, j'ai rien que contre roudoudou98@gmail.com. Enfin, dites-vous juste que c'est une adresse qui va être connue de la part des formations et que je ne suis pas sûr que ça soit le plus pertinent d'avoir ce type d'adresse. Une adresse avec votre prénom et votre prénom et nom, c'est parfait également. Important, renseigner du côté des enfants le numéro de portable, je pense que chacun en a un, ou en tout cas l'essentiel, pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme. Et puis, il faut ce qu'on appelle l'identifiant national élève, au lycée général, technologique ou professionnel, ou l'INA pour les lycées agricoles. Cette information, elle est très simple à retrouver, elle est sur le bulletin scolaire, elle est sur le relevé de notes des épreuves de baccalauréat. Si vous ne la trouvez pas, vous la demandez à votre lycée. Et une précision pour les lycéens inscrits dans les lycées français à l'étranger. Dans ce cas de figure, c'est l'établissement qui vous fournit un identifiant. En tout cas, voilà, ça prend 5 minutes et vous aurez à définir un mot de passe. Je le dis aussi parce qu'on essaye cette année de renforcer encore plus les mesures de sécurité informatique. Donc, votre enfant a un mot de passe un petit peu, comment dire, contraignant à remplir, c'est-à-dire qu'avec vous savez, parce que ce que vous avez sur les autres sites, plus il est sécurisé, plus ça garantit la protection de ses données personnelles. Vous savez qu'il y a des fois aussi, sur Parcoursup aussi, des gens qui essayent de récupérer vos comptes ou vos échanges de mails, donc c'est important d'être bien sécurisé. Mais en tout état de cause, c'est simple. Et lorsqu'on est inscrit sur Parcoursup, ensuite que vous regarderez l'ensemble des informations pour s'inscrire, elles sont assez simples à renseigner. Et l'essentiel des informations sont automatiquement remontées de la part du lycée, ce qui fait qu'on est en train de le faire là en ce moment, de sorte que beaucoup des informations administratives, des informations sur les scolarités, des informations sur les notes également seront automatiquement remontées par Parcoursup. Il vous suffit simplement, entre guillemets, de les vérifier. Et puis, s'il y a une erreur, ça peut arriver, et bien à ce moment-là, vous vous rapprochez de votre lycée, la scolarité de votre lycée, pour signaler une erreur. Un message, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, conseil aux parents, vous pouvez également renseigner votre email et votre numéro de portable dans le dossier de votre enfant. Ça vous permettra de recevoir les messages et les alertes de Parcoursup. Par exemple, quand j'enverrai des messages, je pense à une situation, moi j'essaye de repérer avant le 14 mars tous les candidats qui n'ont fait qu'un seul vœu pour les alerter en disant attention, c'est une prise de risque, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux. Eh bien, si vous avez renseigné vos coordonnées, eh bien, vous-même en tant que parent, vous recevrez exactement le même message que celui que j'ai envoyé à votre enfant. Et puis, quand dans la procédure d'admission, j'enverrai des propositions d'admission, en rappelant, attention, vous avez un délai pour répondre, eh bien là aussi, en tant que parent, vous connaîtrez les échéances à respecter. Et croyez-moi, ça change tout, parce que votre enfant peut être étourdi. Il y a même des fois dans lesquelles votre enfant peut faire un peu du refus d'obstacle. Vous voyez, plutôt qu'avoir à choisir, il préfère ignorer le fait d'avoir à choisir. Mais à ce moment-là, ça c'est vous, votre rôle de parent, de l'accompagner.
Après, chacun met le post-it où il veut, sur la porte d'entrée, sur la table de nuit, sur le frigo. Ça vous concerne, c'est plus moi, mais au moins, moi, je vous le signale. Et puis, je le dis que vos informations de mail seront aussi communiquées aux formations qui organisent des épreuves écrites ou orales, parce qu'on a eu plusieurs fois des situations dans lesquelles il y avait des jeunes qui s'étaient inscrits à un concours et en fait ont reçu un message, mais ont oublié de regarder leur messagerie et ont raté la date du concours. Donc là, encore une fois, l'objectif, c'est toujours informer mieux et éviter les petites catastrophes quand on oublie quelques échéances. Si on passe à la slide suivante, quelques informations un peu générales sur les vœux et peut-être qu'après, dans les questions, certains demanderont à préciser, je le ferai bien volontiers. Vous pouvez sur Parcoursup faire jusqu'à 10 vœux pour les formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Vous avez une technique sur Parcoursup qui s'appelle les sous-vœux pour certaines filières, notamment les filières sélectives. Je vais essayer de donner des exemples pour être clair, mais évidemment, s'il y a des questions plus concrètes, je pourrais y revenir. Il y a 3 cas de figure à peu près sur Parcoursup. La première, c'est vous avez les formations, les licences universitaires, ce qu'on a évoqué tout à l'heure suite à une question d'un d'entre vous. Dans les universités, généralement, il n'y a pas de sous-vœux. Je vais donner 2 exemples concrets. Vous voulez faire une licence de droit dans 3 universités, une à Cergy, une à Marseille, une à Lille, eh bien, ça vous fait 3 vœux sur vos 10. De la même manière, si à l'intérieur de la même université de Cergy, vous souhaitez faire une licence de droit, une licence d'économie, une licence d'histoire, ça vous fait 3 vœux aussi. Il y a une situation différente lorsqu'on prend les formations préparatoires, les formations supérieures qui sont portées par des lycées. Ce sont les classes préparatoires, ce sont les BTS, ce sont les diplômes de compta-gestion, ce sont les DN, les diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Là, vous pouvez choisir un titre de diplôme et ensuite choisir jusqu'à 10 établissements différents avec une limite globale de 20. Je vais essayer de donner un exemple. Vous êtes intéressé par l'informatique et vous voulez faire un bachelor universitaire de technologie d'informatique et vous voulez faire une prépa informatique, elle s'appelle MP2I, c'est une des nouvelles prépas créées il y a 2-3 ans. Eh bien, vous pouvez très bien, quand vous faites but informatique, ça vous fait un vœu et vous pouvez choisir jusqu'à 10 UT qui proposent cette formation. Lorsque vous souhaitez une prépa MP2I, vous pouvez choisir ce titre de diplôme, vous coûte un vœu et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. Vous voyez bien que vous avez respecté votre global de 20, vous avez fait 10 et 10. C'est à vous de choisir, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 20, c'est un plafond. Mais vous voyez bien que du coup, la moyenne du nombre de vœux sur Parcoursup, c'est 13, alors que je vous ai dit que c'était 10 vœux. Et évidemment, ça va dépendre de chacun en fonction de cette organisation. Dernier type de situation, j'ai dit qu'il y en avait 3, les licences d'un côté, les buts et les formations supérieures et les lycées de l'autre. Et puis, 3e catégorie, ce sont les écoles de commerce et d'ingénieurs et puis les IFSI, où là, le nombre de sous-vœux est illimité. Je donne des exemples concrets là aussi pour vous aider à comprendre. Vous êtes intéressé par le concours des écoles de commerce Sésame. Il y a plein d'écoles qui sont rattachées au concours Sésame. Le fait d'être sur le concours Sésame, ça vous coûte un vœu. Lorsque vous choisissez 5, 6 ou 7 écoles, eh bien, ça vous fait autant de sous-vœux et le nombre est illimité. Lorsque vous voulez faire un concours d'école d'ingénieurs, par exemple les INSA, il y a 8 écoles différentes sur le territoire. Concours INSA, ça vous fait un vœu sur vos 10 et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 8 écoles présentes sur le territoire. Là aussi, vous pouvez en choisir que 2, c'est vous qui choisissez. Rassurez-vous, il y a un compteur sur Parcoursup qui compte pour votre compte et qui vous dit lorsque vous avez atteint la limite. 2, rassurez-vous aussi, à chaque fois que vous finalement prenez un vœu sur une formation qui comporte des sous-vœux, c'est Parcoursup qui vous le dira en vous disant vous pouvez choisir aussi d'autres établissements et c'est à vous de le faire. Et vous savez, sur Parcoursup, vous pouvez mettre dans un peu comme vous mettez dans votre panier, vous savez, sur des sites commerciaux, et bien là aussi, vous pouvez accumuler les vœux. Donc, je rassure tout le monde, il y a un compteur, donc pas besoin de crayon de papier ou de compter avec vos doigts. À chaque fois, Parcoursup vous le dira. Deuxième chose, les vœux sont formulés librement par les candidats. Il n'y a pas de classement par ordre de priorité, pas de hiérarchisation, et chacun des vœux donnera lieu à une réponse particulière de la part de chaque formation pour laquelle vous avez fait des vœux. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, elle est indifférente. Autrement dit, j'ouvre les inscriptions à partir du 17 janvier, vous pouvez formuler des vœux à partir du 17 janvier, mais
aucune obligation d'avoir fini le 17 janvier. 2, si vous finissez le 17 janvier, vous êtes sans doute précipité pour rien parce que ça ne vous rapportera pas plus et ça ne vous donnera pas plus de chances d'être admis. Ce qui compte, c'est de faire ses vœux avant le 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris. Et entre ces deux dates, le 17 janvier et le 14 mars, eh bien, vous pouvez corriger. Vous pouvez faire des vols le lundi, puis tout annuler le mercredi. Enfin, moi, ce qui compte, c'est la liste de vœux que vous aurez constituée lorsqu'on sera au 14 mars, 23h59, heure de Paris. Chaque formation n'a connaissance que des vœux que vous avez formulés pour elle. C'est important, c'est votre liste de vœux, elle est personnelle, personne d'autre n'y a accès et vous n'avez pas à communiquer votre liste de vœux. Et d'ailleurs, les formations qui sont Parcoursup s'engagent à respecter votre liberté de choix et s'engagent à ne pas faire pression pour savoir tu fais des vœux chez moi, mais est-ce que tu en as fait chez le voisin? Vous voyez à peu près ce type de questions. Vous n'avez pas à répondre à ce type de questions. Enfin, je le dis aussi, vous ferez, certains d'entre vous, 10 vœux, 12, 15 vœux, d'autres 30 vœux. Quand vous aurez des réponses, vous aurez une réponse pour chaque vœu. Et lorsque vous aurez à choisir, évidemment, Parcoursup ne vous impose pas de faire le choix immédiatement. En tout cas, au sens, un choix définitif immédiatement. Vous pouvez très bien accepter une formation, et pour une formation sur laquelle vous êtes en liste d'attente, attendre et la conserver jusqu'au jour où cette formation deviendra une proposition d'admission et que vous pourrez changer d'avis. Parcoursup vous permet de changer d'avis entre le 30 mai et le 12 juillet. C'est la date du calendrier de la phase principale. On y reviendra tout à l'heure. Voilà quelques éléments à donner sur les vœux. Je précise, 1, je pourrai répondre à des questions juste après. Et 2, on aura une séquence, alors je ne sais plus si c'est fin janvier ou début février avec la fédération PEP, mais on aura une séquence dans laquelle on aura rentré beaucoup plus dans le détail sur cette question vœux. Là, c'est pour vous donner un aperçu général. Si on passe à la slide suivante, la date limite pour formuler des vœux, jeudi 14 mars, c'est très important, 23h59, heure de Paris. Je précise heure de Paris parce que vous savez, il y a beaucoup de candidats à travers le monde qui candidatent à Parcoursup, notamment tous ceux qui sont dans les lycées français à l'étranger. Et évidemment, tout le monde n'a pas le même méridien, donc on a besoin de se fixer une règle claire. Ça vous fait 2 mois, c'est largement suffisant. Je vous donnerai jusqu'au 15 juillet. De toute façon, certains n'auraient toujours pas fini de faire des vœux. Donc voilà, il faut fixer une date. Elle a été retenue au 14 mars. Voilà. Slide suivant, sur un point important. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier sur Parcoursup? Qu'est-ce qu'on transmet aux formations d'accueil sur Parcoursup? Alors, je vais commencer par la droite de l'écran. D'abord, les éléments de notation, ce sont les bulletins scolaires et notes de baccalauréat. Bulletins de l'année de première, avec les bulletins scolaires du contrôle continu, les notes des épreuves anticipées de français, écrites et orales, et puis notes de contrôle continu qui comptent pour le baccalauréat, pour les lycéens généraux et technologiques. L'année de terminale, c'est bulletins scolaires des premiers et deuxième trimestres ou bulletins du premier semestre lorsque votre lycée a décidé de s'organiser en semestre. Toutes ces notes seront remontées automatiquement d'ici la fin mars par vos lycées et vous n'aurez qu'à vérifier. Ce n'est pas à vous d'avoir à faire cette opération-là, elle sera faite automatiquement par Parcoursup. Parcoursup intègre aussi des informations sur votre parcours spécifique. Par exemple, vous êtes dans une section européenne ou binationale, vous passez un bac français international, le BFI qui s'est installé depuis l'an dernier. Eh bien, cette information, la spécificité de votre parcours, elle sera prise en compte dans votre dossier Parcoursup, vous pourrez la voir. Vous participez à des cordées de la réussite, eh bien, cette information-là aussi sera mentionnée dans votre dossier Parcoursup et Parcoursup vous interrogera est-ce que vous souhaitez que cette information soit portée à la connaissance des formations du supérieur et ce sera à vous de répondre et de décider si vous souhaitez ou pas. Je le précise, il y a à peu près 1/3 des formations du supérieur qui, dans leur examen des candidatures, accordent une importance au fait d'avoir participé à des cordées de la réussite. Ce sont des dispositifs pour l'égalité des chances. Au-delà de ces éléments-là, on a aussi d'autres éléments que vous aurez à remplir vous-même ou alors que votre lycée renseignera lui-même et qui constitueront des éléments de votre dossier. Premier élément, la lettre de motivation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Lorsqu'elle est demandée par les formations, cette année, nous avons un peu simplifié le dispositif, c'est-à-dire que la lettre de motivation n'est obligatoire que lorsque la formation l'a demandée.
des informations que j'ai, en gros, c'est à peu près 3/4 des formations qui exigent une lettre de motivation. Et lorsque cette lettre de motivation est obligatoire, eh bien, elle sera renseignée dans votre dossier comme un élément à fournir. Lorsqu'il y a des pièces complémentaires également, certaines formations demandent de remplir un petit questionnaire, certaines le demandent d'apporter une attestation, certaines demandent de produire, par exemple, quand on est candidat à des diplômes nationaux des métiers d'art et du design, eh bien, on doit produire un document attestant, en quelque sorte, de votre créativité artistique et de votre aptitude pour ce type de formation. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que la situation peut être différente d'une formation à l'autre, mais que tous les éléments qui sont obligatoires à fournir sont inscrits dans votre dossier Parcoursup. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'éléments qu'on puisse vous demander en dehors de votre dossier Parcoursup. Et si jamais une formation s'aventurait à vous demander des pièces en dehors, n'hésitez pas à le signaler à Parcoursup. Vous verrez, il y a une messagerie de contact qui est toujours un moyen d'interagir avec les professionnels de Parcoursup parce que ça n'est pas autorisé et les formations n'ont pas le droit de vous demander d'autres documents en plus de ce que l'on vous demande directement dans votre dossier Parcoursup. Il y a une rubrique aussi qui s'appelle « Activités et centres d'intérêt ». C'est une rubrique qui est facultative, à vous de décider si vous la remplissez ou pas, mais elle permet de mettre en valeur des expériences, des engagements, des compétences qui ne sont pas exprimées dans votre dossier scolaire, en quelque sorte, dans vos bulletins de notes. Je pense, par exemple, vous avez une activité sportive à haut niveau. Je pense que vous avez une activité culturelle. Vous avez une maîtrise de langue personnelle dans la famille que vous n'apprenez pas à l'école, mais que vous maîtrisez. Vous avez eu un parcours international. Vous avez un BAFA. Vous avez d'autres types d'attestations. À vous de décider finalement si ça a un intérêt par rapport pour soutenir votre projet. Ça peut être un plus. Ça peut être un élément qui explicite finalement ce que vous faites. Je donne un exemple concret. Vous êtes intéressé par les formations en soins infirmiers, les IFSI, et puis vous avez eu une expérience de stage l'été dans une structure de prise en charge de public en soins. Eh bien voilà, vous pouvez le renseigner, c'est un élément utile. On ne vous demandera pas à ce stade d'apporter des justifications pour chacun des éléments que vous faites valoir, mais bien sûr, les formations pourront le demander au moment de l'inscription pour vérifier que ce que vous avez dit est vrai, exact. Et je le dis parce que ça va toujours mieux en le disant. Évidemment, si jamais on devait s'apercevoir que dans votre dossier Parcoursup, certains ont un peu enjolivé la situation ou se sont créés des titres qu'ils n'ont pas, eh bien, on peut sanctionner sur Parcoursup. Moi, je n'hésite jamais à le faire, sans état d'âme, parce que la tricherie n'est pas autorisée, et on retire les propositions d'admission lorsqu'elles ont été formulées de manière indue sur la base d'informations qui étaient fausses. Dernier point, la fiche à venir. Qu'est-ce que la fiche à venir? La fiche à venir, c'est une fiche qui est renseignée par votre lycée, donc ce n'est pas aux élèves ou aux parents de la remplir, mais la fiche à venir, on y trouve à la fois les notes, les appréciations des professeurs, on y trouve des appréciations du professeur principal sur votre capacité de travail, vos méthodes de travail. Et puis, on y trouve des éléments de positionnement de l'élève dans sa classe. Par rapport aux notes, eh bien, voilà, est-ce que vous avez tel rang dans votre groupe, en quelque sorte, d'enseignement. On y trouve aussi un avis du proviseur sur votre capacité à réussir pour chacun des vœux que vous avez formulés. C'est un point important parce que la fiche à venir, c'est finalement un message apporté par les enseignants de votre lycée qui vous connaissent le mieux vers les formations post-bac pour permettre aux enseignants du supérieur d'analyser aussi votre candidature. Je précise que la fiche à venir, elle est renseignée par le lycée, mais que vous aurez accès à la totalité de la fiche à venir à compter du 30 mai. Les parents n'y ont pas accès, ni les élèves, au moment où les enseignants les remplissent, parce qu'on fait confiance aux enseignants, mais vous y avez accès intégralement à partir du 30 mai. L'objectif, c'est de garder un peu de tranquillité et de sérénité aux enseignants lorsqu'au moment où ils vont remplir ces éléments. Voilà ce qui constitue un dossier Parcoursup. Voilà les éléments à partir desquels les formations du supérieur vont analyser les candidatures. Évidemment, je vous le dis, vous le savez, il y a des formations qui peuvent organiser des concours, des épreuves écrites ou orales. À ce moment-là, c'est renseigné dans votre lycée et à ce moment-là, ça viendra compléter évidemment les informations. Vous avez eu un concours écrit, ben, la note du concours écrit sera prise en compte par la formation et elle viendra s'ajouter aux notes
de bulletin scolaire que vous avez fait. Évidemment, lorsqu'il n'y a ni concours, ni épreuve écrite ou orale, eh bien, ce sont ces éléments exclusivement qui sont utilisés par les formations post-bac pour vous renseigner. Si on passe à la slide 14, excusez-moi, mais pour vous donner l'élément complémentaire, les éléments que vous avez à renseigner, l'aide de motivation lorsqu'elle est obligatoire, les pièces, la rubrique activité, centre d'intérêt, tous ces éléments-là doivent être finalisés pour le mercredi 3 avril 2024, 23h59, heure de Paris. Donc, vous voyez, on ouvre l'inscription et la formulation des vœux à partir du 17 janvier 2024. Vous pouvez formuler des vœux jusqu'au 14 mars 2024 et vous devez finaliser votre dossier jusqu'au 3 avril 2024. Tous les vœux qui auront été confirmés et complétés seront ensuite transmis aux formations post-bac. Les vœux pour lesquels vous n'aurez pas complété votre dossier ne seront pas transmis aux formations post-bac pour les examiner entre le mois d'avril et le mois de mai. Voilà à peu près les principes et je vous propose qu'on ait une deuxième pause de questions au terme de cet échange-là, avant qu'on bascule sur la troisième partie de phase de Parcoursup et quelques éléments de conseil de synthèse. Je vous remercie. Donc, alors, certaines questions reviennent sur déjà ce qui a été dit dans la première partie. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous poser les questions nouvelles et éventuellement, en fonction du temps dont on disposera, on reviendra éventuellement sur ces questions-là. Est-ce que, du coup, j'ai perdu, excusez-moi, est-ce qu'il y a des aides, des supports, des formations par Parcoursup pour présenter le mieux possible un dossier pour les universités les plus demandées? Alors, en fait, on fera moi, ce que je vous invite à faire, on aura des lives, ce que je dis, donc sur Instagram, sur Facebook, dans lequel on réexplique tout un tas d'éléments, donc sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire votre dossier. Encore une fois, faire son dossier Parcoursup, ce n'est pas compliqué. Je pense que vraiment, il faut se sortir de cette idée que c'est compliqué. Ça ne l'est pas, parce que c'est fait pour être utilisé. Moi, chaque année, il y a 1 million de candidats. Donc, vous voyez, si c'était compliqué, il y a longtemps que je l'aurais entendu très largement. Et il y a même des études d'opinion que nous faisons, que nous rendons publiques, dans lesquelles vous pouvez voir que les candidats eux-mêmes estiment que ce n'est pas très compliqué. La deuxième chose, si vous voulez une information très précise sur telle ou telle formation, la meilleure chose à faire, vraiment, c'est d'aller et de participer aux journées portes ouvertes. Alors, les journées portes ouvertes que mettent en place les formations post-bac, elles peuvent être en présentiel, mais aussi en distanciel, ce qui permet à beaucoup plus et à certains d'y participer, même si vous n'habitez pas dans le coin là où se trouve la formation. Donc, vraiment, je vous invite à y participer. Et je vous le dis, les dates des journées portes ouvertes, vous les retrouverez affichées sur la fiche de formation de Parcoursup pour la formation qui vous intéresse. Et si pour cette formation, vous l'ajoutez dans vos favoris, vous pourrez à ce moment-là demander à Parcoursup de vous rappeler la date à peu près une semaine avant. Parcoursup vous enverra un message pour vous rappeler que vous aviez manifesté un intérêt pour la journée porte ouverte, par exemple pour la licence d'économie à l'Université de Bordeaux, et on vous rappellera la date pour que vous puissiez vous y rendre ou y participer si c'est en distanciel. Donc, voilà, il y a à la fois des éléments généraux dans lesquels nous apportons l'information et vous y retrouvez des petites vidéos tutos et puis des lives que l'on fera sur Parcoursup. Et puis, deuxième élément, c'est si vous voulez vraiment lier à une formation, eh bien, n'hésitez pas à participer. Moi, je ne connais pas toutes les formations, mais on vous donne accès à toutes les journées portes ouvertes de toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Une question auquel on a répondu en privé, mais elle peut quand même concerner beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut attendre le 20 décembre pour créer un compte sur Parcoursup? Alors, je vais essayer d'aller au-delà de la question. À partir là, le site, il est encore ouvert, mais il présente l'offre de formation 2023. Vous pouvez le consulter, regarder. À partir du 20 décembre, ce que l'on ouvre, c'est la consultation de l'offre de formation 2024. Et on peut créer un compte si on veut enregistrer des favoris. Ça ne sert qu'à ça, le compte. C'est pour enregistrer un favori. Après, s'inscrire sur Parcoursup pour formuler des vœux, ça ne sera ouvert qu'à compter du
17 janvier 2024. C'est donc dans un mois, quasiment jour pour jour, à partir du moment où on ouvrira la possibilité de s'inscrire sur Parcoursup. Le 20 décembre, ce que l'on souhaite faire, c'est vous donner à voir finalement pour profiter du temps d'échange. Je vais prendre la situation d'un candidat de terminale. Il peut très bien, à partir du 20 décembre, consulter l'offre de formation, créer un petit compte. Pour créer le compte, il y a juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe pour pouvoir se créer des favoris. Et quand il va confirmer au 17 janvier son inscription sur Parcoursup, il pourra retrouver, en utilisant la même adresse mail, il pourra retrouver les favoris qu'il avait déjà sélectionnés depuis le 20 décembre. Mais surtout, ce que j'insiste pour les lycéens de terminale, la vraie échéance, c'est le 17 janvier, la date à partir de laquelle on peut s'inscrire pour formuler des vœux sur Parcoursup. Deux questions un petit peu différentes, mais qui font face à des soucis d'orientation et de choix. Si l'on fait des choix donc en première, bien sûr, pour avoir ces deux spécialités et qu'on se rend compte d'une erreur entre la première et la terminale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que cela revient à dire que les choix sont définitifs pour un avenir dès la seconde à seulement 15 ans? Moi, je voudrais relaxer tout le monde aussi sur cette question-là. Enfin, je vous dis, l'élément le plus fondamental qui est pris en compte dans Parcoursup, c'est d'abord les notes. Et la situation consistant à dire je n'ai pas fait cet enseignement de spécialité, ma vie est terminée, ma vie est foutue, etc., ça n'a aucun sens. Aucun. Je pense qu'il faut vraiment se relaxer par rapport à ça. Évidemment, si vous voulez faire une licence de mathématiques et que vous n'avez pas pris de mathématiques, évidemment, ça je le comprends, mais ça je pense que c'est dans le sens commun et vous y avez réfléchi auparavant. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer aussi de détendre à la fois vous-même et puis vos enfants sur ces questions de spécialité parce que y a beaucoup de formations sur Parcoursup qui prennent, finalement, qui regardent, quels que soient les choix d'enseignement de spécialité. Ce n'est pas l'élément le plus important pour eux. L'élément le plus important, c'est est-ce que c'est un élève avec un bon niveau. Et moi, j'ai souvent entendu, je vais prendre par exemple, même y compris aujourd'hui, par exemple, il y a des écoles d'ingénieurs qui font des accès aux écoles d'ingénieurs que vous retrouverez sur Parcoursup, y compris pour ceux qui n'ont fait qu'un enseignement de spécialité scientifique. Donc, les formations s'adaptent aussi à la réalité. Leur objectif, ce n'est pas de bloquer des parcours, leur objectif, c'est de diversifier les voies de recrutement. Donc, moi, je veux essayer de relativiser cette question-là. Et puis, vous avez la possibilité, vous le savez, de choisir des fois des options qui vous permettent. Je pense à l'option maths complémentaire qui est disponible pour ceux qui n'auraient pas pris l'enseignement de spécialité mathématiques. Donc, voilà, relativiser cette situation. Et puis, je le dis aussi par rapport, moi, je vous donne mon parcours parce que je ne connais pas le vôtre, mais franchement, je sais très bien ce qu'est la réalité de l'ensemble de la population française. Vous faites des choix à un âge et puis après, vous changerez de parcours. Moi, vous voyez, je vous donne un titre d'exemple. J'ai fait un baccalauréat qui était ES à l'époque. J'ai fait une licence d'histoire et puis ensuite je suis passé en licence de droit, puis ensuite j'ai passé des concours, je suis rentré comme fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et puis ensuite je suis passé au ministère des Affaires sociales, je suis passé au ministère de l'Éducation nationale et je suis aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur. Le parcours est tout sauf linéaire. Est-ce que je me suis dit à un moment donné, si j'avais choisi un autre type de baccalauréat, j'aurais fait un autre parcours? Peut-être, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le parcours que vous avez fait. Le choix d'accès à Parcoursup n'est que le choix d'une première année. Vous aurez sans doute beaucoup d'élèves qui vont se réorienter, pas forcément parce qu'ils ne réussissent pas, mais parce qu'ils trouvent une autre voie de parcours. Il y a 163 000 étudiants qui vont sur Parcoursup pour changer de parcours et de filière. Tous ne sont pas en échec. Et ce sont des fois des parcours de réussite, mais ils ont mis un peu de temps à se construire. Il y a des passerelles. Donc, moi, je relativise ces choix parce qu'autrement, ça donne l'impression qu'on est condamné par le choix qu'on a fait en seconde ou en première à tel ou tel destin de vie. Ça n'est pas la réalité, ça ne sera jamais la réalité. Et chacun d'entre vous a aussi des parcours qui sont non linéaires. Et je crois qu'il faut garder cette souplesse-là. Et croyez-moi, les enseignants des formations post-bac ont aussi cet élément en prise en compte. Ils préfèrent un candidat qui est motivé, un candidat qui a des bonnes notes, qui a un bon dossier scolaire, plutôt qu'un candidat qui a fait des épreuves, qui a choisi des enseignements de spécialité où il s'ennuie, pour ne pas dire autre chose, et qui a des résultats moyens, simplement parce qu'il s'est dit il faut absolument que je prenne cet enseignement de spécialité. Donc voilà.
J'essaye de nuancer un peu ce propos-là. C'est important de faire des choix, c'est important de construire son parcours, mais ne vous dites pas que c'est irrémédiable ou que c'est définitif parce que vous n'avez pas fait ceci ou vous faites cela, tout vous est interdit. On en revient avec les études à l'étranger. Est-ce que justement le problème, c'est que les réponses des écoles qui sont à l'étranger ne surviennent qu'au cours de l'été et donc bien après Parcoursup? Comment faire? En fait, alors moi, je n'ai pas les dates auxquelles les formations à l'étranger répondent, mais en fait, la situation est assez simple. Si vous avez ces situations-là, moi, je vous encourage à ce que votre enfant puisse aussi faire des vœux sur Parcoursup. Sur Parcoursup, il aura une proposition, enfin, en tout cas, je souhaite qu'il ait une proposition, et s'il a une proposition, ben, il peut la garder, et puis le jour où, finalement, vous finissez par avoir une réponse de l'établissement, moi, Oxford à Londres, qui vous dit, bah oui, on va prendre votre enfant, ben, à ce moment-là, vous vous désinscrivez de Parcoursup. Si jamais l'université d'Oxford dit, bah non, finalement, on ne peut pas prendre votre élève et que, du coup, le projet à l'international tombe à l'eau, eh bien, à ce moment-là, il aura eu une proposition sur Parcoursup. Donc, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir 2 places. Enfin, le jour où vous savez que vous partez à l'étranger, désinscrivez-vous sur Parcoursup. Ça ne sert à rien de garder la place sur Parcoursup alors que vous avez déjà un autre projet dont vous êtes certain qu'il va se matérialiser. Tant que le projet à l'étranger n'est pas certain, gardez la place sur Parcoursup. Ensuite, une question qui est un petit peu dans je dirais, dans l'idée de l'algorithme par rapport à Parcoursup. Pas tout à fait, mais pas loin. Est-ce qu'il y a un système de points remportés qui se traduit par Parcoursup? Alors, selon les réponses ou selon les cases complétées. Donc, par exemple, alors, bien sûr, les bulletins de notes, mais également le fait qu'on ait fait ou pas la CNU, qu'on ait fait du bénévolat en fonction des options qui ont été choisies. Est-ce que finalement, il y a des points bonus ou non, ou rien? Moi, Parcoursup ne donne aucun point de bonus, ne donne pas non plus de point de malus. Enfin, je dis, Parcoursup n'a aucun impact, comment dire, c'est pas Parcoursup qui examine les dossiers. C'est donc pas Parcoursup qui attribue des points de ceci ou de cela. Je vais vous dire comment ça se passe concrètement pour que vous ayez cette idée et qu'on sorte de cette crainte-là qui est liée au fait que Parcoursup déciderait de ceci ou de cela. Parcoursup va transmettre votre dossier avec tous les éléments de votre dossier aux formations post-bac. La formation, elle a affiché des critères que vous pourrez consulter sur la fiche de formation et ce sont les enseignants qui ensuite vont examiner les candidatures. Ce sont eux qui, en quelque sorte, vont dire, au regard des critères qu'ils vous ont affichés, ben, je ne sais pas moi, les notes scientifiques, je prends une licence de physique, les notes scientifiques ont un poids particulier. L'engagement, peut-être qu'ils ont indiqué que la motivation était importante et ils vont regarder dans votre dossier ce qui traduit votre motivation, ils vont le prendre. Peut-être que les appréciations des enseignants, ils vont les prendre en compte. Peut-être que le fait que vous ayez une activité bénévolat, d'encouragement ou autre, qui aurait un sens par l'évaluation, ils vont le prendre en compte. Comment ça se passe concrètement? Ben, en fait, là aussi, ils prennent des éléments d'information et puis ils les multiplient par le coefficient d'importance auquel ils ont accordé. Mais encore une fois, il n'y aurait pas d'ordinateur, ça se ferait avec un stylo et une feuille de papier. C'est exactement le même principe. La seule chose, c'est que ça va plus vite parce que parfois, ils ont 5000 candidatures et vous imaginez bien que la taille de la feuille de papier, s'il fallait le faire pour 5000, ça serait très long à faire. Et que les outils qu'ils vont utiliser, outils Excel, ben, ça va leur simplifier la tâche. Mais ça n'est jamais un ordinateur ou un fichier Excel qui décide tout seul de dire que les notes de sciences, c'est important ou que l'engagement, c'est moins important ou c'est aussi important. Ce sont bien les enseignants qui définissent des critères et qui ensuite les appliquent. Ensuite, les classements nous remontent. Et ce que fait Parcoursup, c'est 2 choses. Un, je vous ai indiqué que Parcoursup priorisait les lycéens boursiers parce que c'est la loi qui l'a prévu. Et à ce moment-là, Parcoursup donne un accès prioritaire aux lycéens boursiers dans des conditions qu'on a définies avec les formations d'accueil et qui seront affichées sur Parcoursup. La deuxième chose, c'est que Parcoursup prend en compte, on a évoqué tout à l'heure, vous vous rappelez, la priorité d'accès pour les candidats qui résident dans une académie. Et bien à ce moment-là, c'est Parcoursup qui, à partir du classement, va reformuler le classement en tenant compte des priorités en fonction de là où vous résidez. Mais Parcoursup n'attribue pas de points ni au SNU, ni à la note de mathématiques, ni à la note de français, ni à l'appréciation positive de votre enseignant de PS
ce sont les enseignants, et ce sont du coup chacune des formations. Donc les critères peuvent être différents d'une formation en fond de l'autre, en fonction précisément de ce que sont les attentes de ces formations, les exigences en termes d'apprentissage, et puis les critères qu'ils ont affichés sur la fiche de formation Parcoursup. Est-ce qu'il y a, on va revenir sur les vœux, repréciser l'aspect limite au nombre de vœux, de demandes d'inscription. Est-ce qu'il y a des limites, s'il vous plaît? Donc, il y a 10 vœux sous statut étudiant, mais ce que j'ai indiqué, c'est que pour certaines formations, vous pouvez aller bien au-delà de 10 parce qu'il y a des sous-vœux possibles. Je redonne un exemple. Vous êtes intéressé par une classe prépa scientifique, par exemple, elle s'appelle MPSI. Eh bien, vous pouvez, MPSI, ça vous coûte un vœu et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents. Donc, vous voyez bien que vous faites un vœu MPSI et vous pouvez choisir 10 lycées. Il vous reste évidemment 9 vœux à côté du vœu que vous auriez fait sur MPSI. Si vous allez sur une école d'ingénieur, le vœu, c'est sur le concours, ça vous coûte qu'un seul vœu par vœu maudit, et vous pouvez choisir le nombre d'écoles rattachées à ce concours. Je vais essayer de prendre un exemple très concret. Alors, suivez-moi, je vais essayer de ne pas faire d'erreur de chiffres. On prend la situation d'Isabelle. Isabelle, elle a envie de faire 2 vœux en licence d'économie, des vœux sur 2 concours d'école de commerce, et puis des vœux en prépa. Donc, 2 vœux sur des licences d'économie, ça lui coûte 2 vœux parmi ces 10. Ensuite, elle est intéressée par 2 concours, par exemple, dans ce que je connais comme ça, école de commerce, concours d'école de commerce Sésame, et puis concours Advance. Ça lui fait 2 vœux. Et ensuite, elle peut choisir comme elle veut le nombre d'écoles, sans limite. Donc, elle a, à ce stade, 4 vœux parmi ces 10. Et puis, dans les écoles, elle a pu en choisir peut-être, je ne sais pas, 6, 7, 8, 9. Ça dépend de ce qu'elle a choisi. Et puis, ensuite, elle est intéressée par les prépas, ce qu'on appelle économique et commercial général. C'est des prépas, eh bien là, elle choisit ECG, quel type de la prépa. Mettons qu'elle veut choisir 8 lycées différents qui proposent cette prépa. Eh bien, au total, elle aura donc fait 2 vœux en licence, 2 vœux sur des concours et 1 vœu en prépa ECG. Ça lui fera 5 vœux, il lui en reste 5 pour faire sur d'autres types de formations. Et elle aura choisi, en licence, il n'y a pas de sous-vœux. En école de commerce, elle aura fait le nombre de vœux correspondant au nombre d'écoles qui l'intéressent. Et puis sur ECG, on a dit qu'elle, je ne sais plus si j'avais dit 8 ou 10, enfin, mettons qu'elle en ait pris 10, eh bien, ça lui fait 10 sous-vœux. Donc, vous voyez, ça peut aller bien au-delà de 10. La moyenne sur Parcoursup, c'est quasiment 13 vœux. Donc, vous voyez que, mais ensuite, c'est en fonction de la situation de chacun et des choix de chacun. Si vous faites que des vœux en licence, votre maximum, c'est 10. Si vous faites des vœux dans des écoles de commerce, etc., vous pouvez avoir beaucoup plus de vœux parce que grâce aux sous-vœux. Une question qui va peut-être au-delà de Parcoursup. En fin de licence, les places disponibles en master sont relativement limitées. Sur quels critères reposent leurs chances de poursuite? Uniquement leur dossier. Et j'aurais tendance même à rajouter, est-ce que quelque chose est indiqué dans Parcoursup qui permet de savoir quelles sont les possibilités d'après? Alors, ce qui était indiqué sur Parcoursup, c'est la possibilité de poursuite d'études, c'est-à-dire le type de poursuite d'études. Il y a une rubrique dans Parcoursup sur la fiche formation. L'avant-dernière rubrique s'appelle débouchés professionnels, et vous y retrouvez des éléments d'information aussi bien en termes de poursuite d'études supérieures, par exemple le master, qu'en termes de débouchés professionnels, les métiers auxquels conduit ce type de formation. Mais je ne peux pas aujourd'hui afficher le nombre de places pour une raison toute simple, c'est-à-dire que c'est très variable. Ce n'est pas Parcoursup qui va déterminer le nombre de places en master et que cette variable est importante. Par contre, vous pouvez très bien avoir aujourd'hui, vous savez, il y a une plateforme nationale qui s'appelle la plateforme Mon Master, dans laquelle vous pouvez aller regarder, sont affichés tous les masters portés par les universités, et vous pouvez, par exemple, y retrouver le nombre de places affichées pour chacun des masters. Donc, il faut peut-être jongler entre 2 plateformes, parce que je ne sais pas, moi, encore faire le lien. Et je me méfie du lien, parce que, vous voyez, quand vous choisissez, enfin, entre nous, moi, je ne connais pas de lycéen depuis 7 ans que j'en rencontre, je ne connais pas de lycéen qui sache exactement ce qu'il va faire au bout de 3 ans.
il peut se donner des ordres d'idées, mais je ne pense pas que les lycéens choisissent en fonction de ce paramètre. Après, ce qui est important, c'est que nous, on vous affiche sur Parcoursup les taux de réussite, qu'on vous affiche les possibilités de poursuite d'études, qu'on vous affiche aussi les taux d'insertion, c'est-à-dire pour chaque diplôme, quelle est la partie des étudiants qui ont eu ce diplôme, qui sont en poursuite d'études, qui sont en emploi ou qui sont des fois en recherche d'emploi. Cette information, elle sera présente cette année sur les BTS, les mentions complémentaires, les licences professionnelles, et l'an prochain, on l'affichera même sur l'ensemble des licences. Donc, on essaye de renforcer encore plus l'information. Voilà, mais je ne peux pas encore mettre le nombre de places parce qu'il est trop variable d'une année sur l'autre. On a un cas très concret. Un parent qui lit sur votre site, place disponible, deux places pour la licence double diplôme, licence droit juriste européen. Donc, remarque, 2 places, cela paraît très peu. On ne remplit pas un amphithéâtre avec 2 étudiants. Et je pense que le parent ne comprend pas pourquoi que 2. Écoutez, la meilleure situation, je vous le dis très simplement, ce n'est pas moi qui détermine le nombre de places qu'il y a dans une formation. Vraiment. Ce sont les responsables des universités. Lorsque vous verrez sur la fiche de formation de Parcoursup, vous aurez pour chaque formation l'information sur le nombre de places. Elle sera affichée à partir du 17 janvier, le nombre de places qui seront applicables pour l'année 2024. Et vous avez les coordonnées d'un responsable administratif ou pédagogique de la formation. Moi, je vous invite à prendre contact avec lui et lui poser directement la question, parce que je ne peux pas répondre à ce type de questions, moi, au titre de Parcoursup, d'une manière générale. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a une différence de traitement des résultats scolaires en fonction de l'origine de l'établissement? Non. Est-ce que, c'est-à-dire qu'on sait qu'un 15 à un endroit vaut peut-être pas forcément le même 15 à un autre endroit? Mais vous savez, moi j'ai été lycéen de profession, un peu comme vous, même collégien, même écolier, dans ma vie, un peu comme vous. Et je me rappelle, je ne pourrais plus vous donner les noms, mais moi, comme vous, j'ai eu en français, en mathématiques, en histoire géo ou autre, j'ai eu un jour Monsieur Y ou Madame X, et déjà mes copains de classe qui avaient quelqu'un d'autre, un autre enseignant, me disaient « Ah, tu auras des vachement moins bonnes notes que moi parce que tu as pris Monsieur X ou Madame Y ». Donc, en gros, la diversité des notes, elle existe. Il y a des formations qui regardent la différence de notation et ils la connaissent, la différence de notation entre plusieurs lycées et peuvent le prendre en compte. Mais c'est très marginal et pour l'ensemble des formations post-bac, d'une manière générale, ils ne prennent pas en compte cet élément-là, ils prennent en compte les éléments qui lui reviennent dans Parcoursup. Est-ce que pour autant les élèves sont pénalisés? Et avec la question que je vois venir, parce que est-ce que les élèves d'un lycée, un bon lycée qui note sévèrement, sont pénalisés sur Parcoursup? Je vous dis très simplement, moi, mon neveu est dans un grand lycée en province et il m'a posé la même question en disant « Oui, mais j'ai des copains qui me disent il faudrait que tu changes de lycée, il est en première, il faudrait que tu changes de lycée pour aller dans un autre, etc. » Moi, juste la remarque que je lui ai faite, c'est « Mais est-ce que tu crois vraiment que si Parcoursup existe depuis 7 ans, si tous les élèves de ton lycée étaient pénalisés par le fait qu'ils sont dans un lycée dans lequel on note peut-être plus sévèrement, est-ce qu'il y aurait encore des gens dans ce lycée? Eh bien, en fait, la réponse, c'est que ça reste un lycée très attractif. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pénalisé. Et moi, je voudrais redire à tout le monde, dans le dossier, il n'y a pas que les notes. Il y a les notes, il y a les appréciations, et les formations post-bac apprécient aussi bien les notes que les éléments d'appréciation. 2, je crois vraiment que quand on regarde les statistiques de Parcoursup, parce que je les ai données, je n'ai pas eu l'occasion de les donner, mais pour rassurer aussi tout le monde, 93% des lycéens, à la fin de la session Parcoursup, ont eu au moins une proposition, et en moyenne, ils ont eu plus de 5 vœux sur les propositions, et depuis 2018, la mobilité entre les lycéens et les académies n'a pas cessé de progresser. Donc oui, il y a certaines formations où c'est très, très sélectif et où la question des notes, elle est plus déterminante. Mais même, je vais vous dire, dans ces établissements, par exemple, des très grandes classes prépa, il n'y a pas que les notes, puisqu'en fait, beaucoup d'élèves ont des très, très bonnes notes. Je dis, pour que vous le partagez tous ensemble,
15% des lycéens généraux ont une mention très bien, 40% des lycéens généraux ont une mention bien ou très bien. Donc, vous voyez, quand on a un 15, il y a quand même encore déjà 40% des lycéens généraux qui ont eu au moins ce type de résultat. Donc, vous voyez que ça fait encore beaucoup de monde. Donc, moi, je voudrais vraiment relativiser cette question-là pour qu'on ne se fasse pas d'angoisse. Je rappelle aussi que dans les fiches à venir, ce que je disais tout à l'heure, les enseignants ont aussi une appréciation qui est le rang de l'élève dans sa classe pour situer une note par rapport à un autre ensemble. Donc, ils ont beaucoup d'éléments qui leur permettent aussi de relativiser, de comparer et d'apprécier. Et encore une fois, la différence de notation est un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille. Vous avez aussi raison sur cette question-là. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur sont engagés dans un travail avec les professeurs de lycée, avec les proviseurs, de manière, ça s'appelle le projet d'évaluation de l'établissement. Peut-être certains d'entre vous qui peuvent être dans les conseils de classe en ont entendu parler ou les conseils d'administration d'établissement ont entendu parler. L'objectif, c'est d'arriver à harmoniser au mieux les conditions d'évaluation des élèves de manière à ce que vous ayez la plus grande transparence et réassurance sur le traitement objectif et égalitaire de l'ensemble des candidatures des élèves. Une question également pratique par rapport à l'alternance. Si un enfant est inscrit donc pour un BTS ou une formation en alternance, ne trouve pas d'employeur et qu'il a également quand même joué la carte de la sécurité, c'est-à-dire en choisissant des formations dites initiales, Oui. Jusqu'à quand peut-il basculer de l'un à l'autre? Il peut tout à fait garder sa formation statut initial et on permet même, il peut même un peu au-delà de la rentrée scolaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut garder longtemps sa formation statut étudiant qui vous sécurise et puis tout d'un coup basculer, notamment je pense au mois de septembre, ça reste encore possible parce que au mois de septembre, il y a beaucoup de recrutements qui se font en apprentissage. Ce qui est important, c'est que dès que vous faites des vœux en apprentissage, vous ayez ce réflexe d'essayer de trouver un employeur d'apprenti. Et je précise que depuis le dossier Parcoursup, on peut avoir un appui pour trouver un employeur. Un, en vous retournant vers le centre de formation d'apprentis que vous avez choisi et dont la mission, c'est d'accompagner les jeunes pour trouver un employeur. Deux, vous pouvez avoir, depuis le dossier Parcoursup, recours à des informations, comme par exemple la bonne alternance, qui est un site auquel vous pourrez accéder depuis le dossier Parcoursup et qui donne une liste d'employeurs qui embauchent dans le secteur que vous avez choisi. Donc voilà, il y a plusieurs sources et vous pouvez évidemment, et vous l'avez dit, la sécurité, c'est peut-être d'accepter aussi une formation sous statut étudiant, de la garder tant que vous n'avez pas d'employeur, puis le jour où vous avez un employeur, vous faites la bascule de l'un vers l'autre. Le sport de haut niveau qui pose question. Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? Quels sont les critères pour être considéré comme sportif de haut niveau? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Alors, un sportif de haut niveau, pardon, c'est un sportif qui est inscrit sur les listes ministérielles du ministère des Sports. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, il a une immatriculation en qualité de sportif de haut niveau. D'une manière générale, je vais vous dire ça comme ça en rigolant, un sportif de niveau, il sait qu'il l'est. Hein. Un sportif du dimanche n'est pas un sportif du niveau, quand bien même il soit très optimiste sur ses capacités. Et sur Parcoursup, on peut s'identifier comme sportif de haut niveau, mais à ce moment-là, vous devez nous donner le numéro d'identification du sportif de haut niveau et on le confronte avec le ministère des Sports. On fait des échanges entre nous pour vérifier que ce candidat-là est bien sportif de haut niveau. Donc, c'est un statut spécifique qui est prévu par la loi, qui donne lieu à un enregistrement au ministère des Sports et qui permet ensuite un traitement particulier sur Parcoursup, c'est-à-dire que dans le cas où un sportif de haut niveau ne trouverait pas de formation ou aurait trouvé une formation mais qui est incompatible avec sa qualité de sportif de haut niveau, eh bien, il peut recourir au recteur pour lui demander de l'inscrire dans un établissement. Je vous donne un exemple très, très caricatural, mais au moins ça parlera à tout le monde. Je suis sportif de haut niveau dans le domaine du ski de vitesse et j'ai eu un établissement de formation, mais qui simplement n'est pas à proximité des Alpes. Ce n'est ni Grenoble, ni Chambéry, ni par exemple l'université des Pyrénées, que je ne connais pas comme ça, mais
eh bien, on peut à ce moment-là demander au recteur d'être aidé pour être inscrit dans l'établissement qui est le plus proche, qui vous permet de poursuivre à la fois un cycle d'études supérieures et en même temps votre qualité de sportif de haut niveau, peut-être pour avoir des médailles. Alors, ce ne sera peut-être pas pour les JO de 2024 pour ce qui concerne la procédure Parcoursup, mais d'autres JO. Les prochains. Les prochains, voilà. Deux questions par rapport à l'aspect informatique. Qu'en est-il en termes de protection des données? Combien de temps Parcoursup garde-t-elle les données de chaque élève? Est-ce qu'il est possible de les récupérer l'année suivante en cas de réorientation de l'élève? Donc, il y a un arrêté qui est l'arrêté du 31 décembre 2020 que vous pouvez consulter en ligne. Il est disponible sur Légifrance qui définit toutes les conditions d'accès sur Parcoursup. Vous avez même, si vous allez sur le site de Parcoursup, je ne connais plus les informations par cœur, mais si vous allez sur le site de parcoursup.fr aujourd'hui, vous pouvez retrouver en bas du site, vous avez des mentions légales et puis des données sur la protection des données personnelles dans lesquelles vous retrouverez exactement les informations, qu'est-ce qui est conservé, qu'est-ce qu'on en fait, pendant combien de temps on le conserve. Et vous avez la possibilité, parce que c'est la loi qui le prévoit, quand vous avez un sujet de données personnelles, eh bien, vous pouvez écrire à un directeur de protection des données personnelles qui est rattaché à Parcoursup et qui permet de traiter ces questions-là. Deuxième élément qui est une question importante que vous avez posée, lorsque je me réoriente et que je suis dans la première année, si vous réutilisez la même adresse mail, eh bien, vous pourrez retrouver les données qui sont celles de Parcoursup de l'année N-1. Comme ça facilitera votre processus. Vous aurez déjà les notes qui auront été conservées, l'ensemble du dossier qui aura été conservé. Le gros problème, en effet, c'est quand on a une adresse mail qui n'est plus utilisable pour une raison X ou Y. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que c'est facile de le signaler, de refaire un enregistrement avec une nouvelle adresse mail ou de modifier Oui, l'adresse dans mail? tous les cas, Est-ce dans que tous les cas, c'est pas compliqué, mais simplement, je vous dis, nous, on a une facilité qui est lorsque vous conservez une adresse mail identique. Bon, c'est pas si compliqué de ça de garder une adresse mail identique aujourd'hui. Tout à fait. Bon, après, c'est une question de piratage parfois. Est-ce qu'on peut retrouver les messages qui auront été envoyés sur l'adresse mail défectueuse? Est-ce qu'il y a dans Non, Parcoursup? enfin, comment dire, nous, on a des obligations légales de trouver des traces, mais enfin, c'est par exemple s'il y a un contentieux, s'il y a une situation particulière, mais autrement, on ne retrouvera pas les messages. Ce que vous retrouvez, c'est des données, des éléments d'information qui sont ceux nécessaires pour votre inscription, pour la complétude de votre dossier. Je pars sur la lettre de motivation. Est-ce qu'il faut une seule lettre de motivation ou est-ce qu'il en faut une par vœu? En fait, c'est une lettre de motivation par vœu. Et en fait, pour une raison simple, et je vais essayer des fois de donner des différences. Ce qui compte, en fait, c'est une lettre de motivation par jury différent. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que je prends par exemple la situation, vous faites un vœu en licence de droit, il y a un jury, ben, vous avez une lettre de motivation pour ce vœu-là. Si vous êtes vous avez choisi plusieurs BTS, eh bien, il y a une lettre de motivation finalement par lycée. Ce sont au niveau des sous-vœux, puisque ce sont des lycées différents et donc des jurys différents. Et là, la lettre de motivation est au niveau du sous-vœu. Et puis, je prends la situation que vous avez, j'ai évoqué parfois tout à l'heure, des concours d'école d'ingénieur ou de commerce. Là, il n'y a qu'un seul jury. Il y a plusieurs écoles rattachées à un seul jury. Ben, vous faites une lettre de motivation par vœu. Pourquoi finalement? La raison, elle est toute simple, c'est que vous avez à expliciter auprès d'un jury ce qui vous intéresse. Ça ne vous empêche pas, lorsque par exemple c'est 10 BTS de la même filière mais portés par des BTS, des lycées différents, d'avoir une trame commune dans de motivation. Et puis après, vous pouvez l'adapter par rapport à tel ou tel lycée. En fait, ce qui compte dans la lettre de motivation, c'est de donner des choses concrètes, des choses qui vous intéressent. Ce qui compte, c'est de veiller aussi à la qualité de l'écriture, de la rédaction, d'éviter de faire des fautes à chaque mot, parce que vous voyez, ça donne une appréciation aussi sur le candidat. Et puis, je vous donne ça parce que, y compris, je l'ai déjà vu, moi. Le copier-coller, vous savez, c'est très bien, mais il faut juste avoir, c'est un art à consommer avec modération, en faisant juste attention à ce qu'on fait comme copier-coller. Moi, je me rappelle d'enseignants du supérieur qui m'ont dit, il y a un élève, il a fait des vœux sur plusieurs IUT,
Et il a mis exactement la même chose dans sa lettre de motivation. Il disait j'ai vraiment un intérêt pour l'IUT de je sais pas quoi, je ne me rappelle plus d'où c'était, mais prenons à cas d'exemple de l'IUT de Besançon, sauf que quand vous écrivez ça à l'IUT de Marseille, il ne comprend pas bien. Ou en tout cas, ce qu'il comprend, c'est que vous avez fait un copier-coller sans regarder. Donc, de facto, ça parle un peu de vous. Ensuite, on a l'aspect notes. Qui remonte les notes? Est-ce que c'est impérativement l'établissement ou est-ce que l'élève peut être amené à le faire? C'est les lycées dans 99,x% des cas. Il peut y avoir dans certaines situations dans lesquelles le lycée n'a pas de système de remontée de notes automatique et auquel cas c'est l'élève qui, sous le contrôle de ses enseignants, remonte ses notes. Mais c'est très, très marginal. Est-ce que le fait d'habiter… En tout état de cause, vous aurez la visibilité des notes remontées dans votre dossier, de sorte que s'il y avait une erreur, vous pouvez le signaler à votre dossier qui les corrigera. Alors, deux questions qui sont en relation avec les informations, activités et centres d'intérêt. Est-ce que le fait d'être inscrit dans un conservatoire à rayonnement régional, peut avoir une incidence et est-il pris en compte dans Parcoursup? Et est-ce que vous pouvez étoffer un peu plus cette notion d'activité et centre d'intérêt, s'il vous plaît? Encore une fois, je trouve que vous avez une activité par exemple dans un conservatoire, c'est intéressant à valoriser. C'est vous qui décidez si vous souhaitez le faire ou pas. Ça n'attribue pas de points en tant que tel, mais si une formation, elle est intéressée, elle a mis dans ses critères des éléments qui sont liés aux expériences, aux engagements, n'hésitez pas à le dire, parce que, y compris, vous voyez, moi, je suis un responsable post-bac, et puis, à un moment donné, je veux apprécier la capacité de travail, la capacité d'organisation. Le fait que je vois que dans un dossier, il y a un candidat qui, en même temps que ses études, a aussi des activités exigeantes. Donc, à moi, ça me donne aussi des informations sur la capacité de cet élève à faire plusieurs activités en même temps, donc à être organisé, donc à être méthodique. Vous voyez, ce sont des éléments, les formations post-bac peuvent aussi apprécier ces éléments. Regarde, si vous avez une expérience d'encadrement et que vous souhaitez faire du travail social, là aussi, ça peut dire un élément en disant c'est déjà quelqu'un qui s'est inscrit dans une démarche d'encadrement, donc il y a une discipline personnelle, une rigueur personnelle. Je pense que ce sont ces éléments-là. Il n'y a pas de point directement associé en disant je mets ça, ça vaut 2 points, je mets ça, ça vaut 1 point. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, tout ce que vous pourriez y apporter contribue à éclairer sous un jour complémentaire de vos notes la réalité de votre dossier. Et je le dis aussi parce que c'est important. Évidemment, les notes, c'est un élément fondamental dans l'appréciation de vos dossiers, mais pour certaines formations, il n'y a pas que les notes. Et je le dis, y compris pour des formations très, très, très sélectives, il n'y a pas toujours que les notes parce que parfois, les élèves ont exactement les mêmes notes. Ils ont tous des très, très, très bonnes notes ou excellentes notes. Et donc, ce sont d'autres éléments qui contribuent aussi à permettre de départager entre les candidats et à réaliser un classement. Donc, cette rubrique activité centre d'intérêt est facultative, mais elle ne peut vous apporter que du plus. Ensuite, on a des questions par rapport au problème des élèves en situation de handicap. Est-ce qu'on doit notifier, comment ça se passe finalement sur Parcoursup pour les élèves qui sont en situation de handicap? Est-ce qu'il faut le signaler ou pas? Évidemment, j'en dis là quelques mots, puis on pourra y revenir plus longuement quand on fera notre session en fin janvier ou début février, je ne me rappelle plus, mais vous en serez tous informés, évidemment. D'abord, Parcoursup, on n'est jamais obligé de déclarer un handicap. Moi, j'accueille des lycéens pour les aider à devenir des étudiants, et pas en fonction de ma situation de X ou ma situation de Y. Deuxième chose, un candidat en situation de handicap peut délibérément choisir d'informer lui-même. Il y a une petite rubrique sur les éléments liés à ma scolarité, quand par exemple, il n'y a pas de note de votre bulletin de premier trimestre parce que le lycéen a été hospitalisé ou a subi des soins ou autres qui l'ont empêché d'avoir, le lycéen peut choisir de lui-même de le porter à la connaissance de la formation du supérieur. 3, un lycéen en situation de handicap
qui peut d'abord trouver, j'aurais dû commencer par ça, pour chaque fiche de formation, il y a un référent handicap que vous pouvez contacter pour vous donner des éléments plus précis, peut-être sur les modalités d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. C'est un élément de dialogue auquel moi je vous incite vraiment à avoir recours parce qu'il n'y a rien de tel que ce dialogue très concret. 4. Un étudiant, un lycéen en situation de handicap qui dispose de modalités d'accompagnement spécifiques, les PPS, les PAP, je ne les connais plus tous les sigles, mais enfin, oui, ils sont de cette nature-là, peut remplir dans Parcoursup une fiche de liaison qui renseigne sur les modalités d'accompagnement dont il bénéficie au lycée. Cette rubrique, cette fiche de liaison ne sera pas transmise aux formations du supérieur au moment où elles examinent les candidatures, mais au moment où vous accepterez cette formation, eh bien, vous pourrez demander à Parcoursup de transmettre directement cette fiche de liaison au référent handicap de l'établissement de manière à nourrir un dialogue. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir un dialogue sur les conditions d'accueil dans l'établissement bien en amont de la rentrée. Et dernier élément, lorsqu'un élève en situation de handicap n'a pas eu de formation, a trouvé une formation mais dans un établissement qui n'a pas les modalités d'accessibilité lui permettant de suivre les enseignements, il peut, depuis son dossier Parcoursup, solliciter le recteur pour avoir un appui du recteur pour s'inscrire dans un établissement qui est compatible avec sa situation de handicap. C'est une modalité qui existe, un droit dérogatoire, mais qui permet d'avoir une demande de réexamen auprès du recteur et que va étudier le recteur. Peut-être que le candidat sera amené à apporter des éléments de pièce. Il y a un médecin conseil auprès de chaque recteur qui analysera chaque situation pour apprécier si ça justifie ou pas d'avoir ce cadre dérogatoire. Enfin, dernier élément, à partir du 20 décembre, sur le site parcoursup.fr, vous pourrez retrouver une petite rubrique dédiée à la question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Ça fait vraiment partie des priorités du ministère et de Parcoursup. Est-ce qu'on peut revenir sur l'aspect des vœux, ce que j'appellerais les vœux de sécurité, notamment un élève qui choisit uniquement, qui fait des choix sur des établissements qui sont hors de son académie? Est-ce qu'il a l'obligation de mettre au moins un vœu dans son académie? Qu'est-ce qu'un vœu non sélectif, dans un établissement non sélectif? Alors c'est deux choses un peu différentes. Vous aurez sans doute à choisir dans les vœux des vœux de cœur, des vœux de sécurité, des vœux de raison, des vœux de secours. Je ne sais pas quelle sera la proportion, mais vous savez, il y a un principe, il y a une expression populaire qui dit qu'il ne faut pas mettre ces vœux dans le même panier. Sur Parcoursup, ça se décline, il ne faut pas mettre tous ces vœux dans la même formation. Il dit de manière un peu comme ça, très simple. Ce qui est important, c'est que vous puissiez regarder des éléments d'information sur Parcoursup qui vous permet de voir est-ce qu'une formation est très sélective, très demandée ou pas. Et vous pouvez diversifier vos vœux en intégrant. Il n'y a jamais d'obligation de faire un vœu comme ci ou un vœu comme ça. Là, je le dis, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de. Vous savez, sur APB, il y avait ce qu'on appelait des pastilles vertes, où on vous disait il faut faire des choix obligatoires sur des licences. Là, ça n'est pas le cas sur Parcoursup, c'est vous qui décidez. Mais rien ne vous empêche de diversifier. Et tout lui à diversifier, ne serait-ce que pour vous sécuriser. Et ça peut être des vœux que vous faites aussi bien pour selon chacun sur sa situation. Il y a des élèves qui peuvent être intéressés que par, je sais pas, par exemple, des études de santé et qui sont prêts à faire des vœux dans plusieurs, à la fois dans leur académie, mais hors de leur académie. Et vous pouvez consulter pour chaque formation, est-ce qu'elle est demandée, très demandée. Il faut être ambitieux et peut-être y compris aller faire des vœux sur des formations très demandées et peut-être d'être en sécurité en choisissant des formations dans lesquelles c'est plus accessible, quelle que soit la qualité du dossier. Vous pouvez aussi diversifier les vœux. Ce qui compte, c'est d'éviter de faire qu'un seul vœu, parce que ça, c'est vraiment une très grande prise de risque. Et un peu avant la fin, le 14 mars, l'échéance de la formulation des vœux, moi, j'identifierai sur Parcoursup tous les candidats qui, par exemple, n'ont fait qu'un seul vœu. Candidats qui n'ont fait que des vœux en dehors de leur académie, alors qu'ils pourraient choisir d'avoir une priorité d'accès dans leur académie. Candidats bacheliers professionnels qui n'ont fait aucun vœu en BTS, alors même que c'est là où ils ont des places priorisées et que c'est là où ils sont le plus susceptibles de réussir. Candidats bacheliers technologiques qui n'ont fait aucun vœu dans les IUT, alors même qu'ils ont des places priorisées et des facilités pour réussir dans ce type de formation. Mais encore une fois, moi, je donne une information, une forme de conseil, je ne réglemente pas, chacun en fonction. Et puis, diversifier ses vœux, je pense aussi, il faut se le rendre compte. Parfois, ça peut être à travers Parcoursup, diversifier les thèmes de formation. En fait, quand on est un lycéen,
et je l'ai été aussi, on a des fois l'impression qu'il n'y a qu'une seule formation qui mène à un métier. La réalité, c'est bien différent. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, pour prendre une expression là aussi populaire en la détournant un petit peu. Évidemment, tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais beaucoup de chemins y conduisent. Et je crois que c'est intéressant de diversifier. Je vous donne aussi un dernier exemple, parce que des fois, j'ai des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je veux faire qu'un truc, je veux faire que de l'informatique. » Ben oui, mais même quand on veut faire que de l'informatique, on peut diversifier ses vœux. Vous pouvez sur Parcoursup faire une licence d'informatique, faire un but d'informatique, faire une école d'ingénieur informatique, faire une prépa informatique. Vous voyez, ce sont des modalités différentes. Vous pouvez même faire un but informatique sous statut étudiant, puis un but informatique en apprentissage. Vous voyez, il y a plusieurs modalités de diversifier les vœux. Je ne peux pas exprimer pour tout le monde parce que c'est trop varié en fonction de chacun de sa situation, mais on peut retrouver, en tout cas, moi, ce que j'invite, c'est d'éviter de faire un seul vœu à tout prix. Éviter aussi de faire que des vœux sur des formations hyper sélectives. Moi, vous savez, chaque année, j'ai le cas d'une situation d'un élève, d'une élève. Je suis une brillante élève, j'avais plus de 7 de moyenne, mention très bien. Je vais avoir une mention très bien au baccalauréat. J'ai fait que des vœux à Louis-le-Grand, Henri IV et puis au lycée Ginette et je n'ai pas été prise. Bah oui, ça arrive parce que parfois, dans ces formations-là, il y a beaucoup de candidats et il y a beaucoup d'excellents candidats. Mais ça n'est pas le cas dans toutes les formations. Je donne des exemples. Il y a parfois, oui, la licence de droit à Paris 2, ça peut être vraiment très sollicité et très demandé et c'est très plus difficile d'y rentrer. Mais quand on veut faire du droit, il y a d'autres universités françaises où on fait d'excellentes études de droit. Par exemple, à l'université de Bordeaux, eh bien, à l'université de Bordeaux, il est arrivé des années sur Parcoursup où ils vont au-delà, au bout de leur liste d'attente. Ils vont même en phase complémentaire, là où on reprend encore, on peut reformuler des vœux sur des places vacantes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle absolue et il y a vraiment, globalement, il y a plus de places sur Parcoursup qu'il n'y a de candidats. Après, la question, c'est de l'adéquation. Si évidemment tout le monde fait les vœux au même endroit sur les formations les plus sélectives, évidemment, c'est plus dur d'y rentrer. Mais je crois qu'il faut aussi rassurer tout le monde en disant qu'il y a aussi la possibilité d'élargir ses vœux et de les diversifier pour se sécuriser. Si vous me permettez, est-ce qu'on peut regarder les 3 derniers slides? Parce que comme il est déjà midi 5. C'est ce que j'allais vous proposer, tout à fait. C'est gentil. Alors, ça sera la phase principale d'admission. Elle va se dérouler entre le 30 mai et le 12 juillet. On aura l'occasion très largement d'y revenir dans d'autres. Et vous voyez, à partir du 11 juin, il y aura même une phase complémentaire qui permet de reformuler de nouveaux vœux à partir de formations qui ont encore des places disponibles et qui n'ont plus de candidats en attente. Fin le 12 juillet. Vous le savez, il y aura des épreuves écrites de baccalauréat cette année entre le 18 juin et le 21 juin pour le bac général et technologique. Eh bien, Parcoursup suspendra son vol en quelque sorte en suspendant les délais de réponse de manière à ce que les élèves puissent se prioriser sur leur épreuve écrite de baccalauréat. Si je passe à la slide suivante, quelques conseils finalement au terme de cet échange avec vous. Les bons réflexes pour aborder Parcoursup sereinement, c'est de prendre connaissance du calendrier de Parcoursup 2024, des modalités de fonctionnement. Il y aura beaucoup de petites vidéos tutos qui vous permettront de vous familiariser dès le 20 décembre, mais encore plus à partir du 17 janvier. De manière générale, ne pas attendre la dernière minute pour préparer votre projet d'orientation, explorer le moteur de recherche, consulter les fiches formation. Aidez-vous des chiffres clés et encore une fois pour vous constituer des éléments de question pour aller ensuite échanger avec les partenaires. Ne restez jamais d'ailleurs seul avec votre question. Profitez des opportunités comme vous l'avez fait ce matin, d'échanger, mais aussi avec des enseignants, des étudiants. J'ai expliqué les salons d'orientation, les lives de Parcoursup, les journées portes ouvertes. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent. Je pense que c'est ça la règle d'or sur Parcoursup, sans s'auto-censurer, tout en pensant à diversifier les vœux et surtout en évitant de formuler qu'un seul vœu. Et puis, essayez d'anticiper le déroulement de la phase d'admission avec les informations qu'il y a sur Parcoursup. Moi, vous savez, je ne souhaite, j'ai pas envie que Parcoursup soit une surprise. J'ai pas envie que ce soit un mauvais moment pour les candidats. C'est ça mon objectif, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Et la preuve, c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Quand vous regardez les études d'opinion, finalement, les lycéens sont plutôt surpris du fonctionnement Parcoursup qu'ils avaient anticipé comme quelque chose de très, très angoissant et qui finalement se passe bien. Je rappelle ce chiffre-là, 2 chiffres. 93% des lycéens ont au moins une proposition d'admission sur Parcoursup et ça fait au total un peu plus de 5 en moyenne. Quand je prends
les bacheliers généraux, je suis à 97% des lycéens qui ont au moins une proposition d'admission. Si je ramène à une classe de 30 élèves, ça fait moins de 1 élève qui n'a rien. Et je le redis, là aussi, quand on n'a pas de proposition sur Parcoursup, il y a des modalités pour vous aider. Les recteurs sont aussi là pour vous aider. Dernière slide. Il y a des services tout au long de la procédure pour vous accompagner. Un numéro vert qui sera ouvert à partir du 17 janvier, le 0800 400 070, avec des numéros spécifiques pour les Outre-mer. Une messagerie contact qui sera disponible dans le dossier de Parcoursup, qui permet d'interagir avec les professionnels de Parcoursup quand on a une question d'orientation, une question technique, un blocage par exemple. Et puis les réseaux sociaux de Parcoursup sur Instagram, Twitter X ou Facebook, pour suivre l'actualité, recevoir des conseils, même des fois poser des questions. On est très présent sur les réseaux sociaux et je crois que c'est important. Donc, et n'hésitez pas à vous y abonner. Ça ne vous coûte rien, mais simplement, ça vous apporte de l'information. Voilà pour la présentation. Je rappelle que le PowerPoint est entièrement disponible pour vous et je crois que les collègues de la Fédération PEF vous le transmettront. Je vous remercie, tout à fait. Est-ce qu'on a encore 5 minutes pour des questions ou pas? Oui, ouais. Oui. Donc, rapidement, est-ce que les universités privées sont sur Parcoursup? Alors, par exemple, oui, au sens, alors, le concept d'université privée, normalement, n'existe pas, hein, vous savez, mais ce sont les facultés, par exemple, l'Institut catholique de Paris, de Toulouse, de Nantes, de Lille, ils sont sur Parcoursup. Est-ce que si je prends une licence double, je suis également prioritaire, si celle-ci n'existe pas sur mon académie, pour aller dans une autre académie? Non, les doubles diplômes, en fait, les doubles diplômes sont des licences sélectives. Généralement, il y a assez peu de place, des licences sélectives sur lesquelles il n'y a pas le régime de priorité qu'il y a sur les licences classiques, une licence de droit, une licence une passe, une licence d'accès santé ou une licence d'histoire. Il y a eu un cas où apparemment les notes de seconde ont été réclamées. Est-ce que c'est normal? C'est un seul cas, c'est Sciences Po Paris qui demande ces éléments-là. Et encore une fois, ça figure dans le dossier qui est spécifique à Sciences Po Paris. Ensuite, j'essaye de passer assez rapidement sur les questions. On n'a pas répondu. Hop. Non sélectif, ça c'est bon. On a des questions après qui portent sur le master, donc ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On va peut-être pas en rajouter. Alors, est-ce que vous pouvez dire 2 mots ou est-ce que ce sera reporté à une prochaine intervention sur justement que se passe-t-il si, si notre choix n'est pas, si on n'est pas pris dans aucune des formations Bien sûr. Je vais dire 2 mots, on y reviendra dans d'autres sessions, rassurez-vous, mais juste pour vous dire 2 mots. Un, ça peut arriver. Dans quel cas ça arrive? Il y a parfois des lycéens qui font très peu de vœux. Il y en a, je vous ai dit, quand je vous dis qu'il faut éviter de faire qu'un vœu, c'est parce que chaque année, j'ai des étudiants qui font qu'un seul vœu. Évidemment, on prend une grosse prise de risque. Il y a même des lycéens qui sont refusés sur tous les vœux, peut-être parce que leur dossier n'est pas véritablement en correspondance avec les formations qu'ils ont demandées. Sur l'ensemble de Parcoursup, ça se comprend, il y a 1 million de candidats. On n'est jamais laissé tout seul et au bord du chemin. Moi, j'écris directement et je le sais quand les candidats n'ont pas les réponses. Eh bien, tous les candidats qui n'auraient que des réponses négatives à partir du 30 mai, on a vu la date de démarrage de la phase d'admission, eh bien, nous les identifions et ils peuvent se rapprocher de leur lycée pour préparer la phase complémentaire, là où ils pourront reformuler des vœux. Il y a sans doute un travail à faire sur le projet d'orientation dans ce cas-là. Et puis, il y a des lycéens qui peuvent rester en attente sans savoir de proposition. Ils sont dans des classements, mais en fait, leur positionnement dans les classements ne leur permet pas d'avoir de proposition. Eh bien, à partir du 4 juillet, nous leur écrirons et nous les appellerons chacun individuellement. Je pense que vous ayez en tête cette démarche que l'on fait sur Parcoursup. On appelle aussi, on ne fait pas que écrire, on appelle individuellement ces situations de candidats et pour leur proposer de solliciter depuis leur dossier l'accompagnement du recteur pour essayer de leur trouver une proposition qui est à la fois sur des places qui sont disponibles et en même temps qui est en correspondance avec leur projet. Donc, on ne vous laisse pas tomber quand on a des lycéens qui n'ont pas de proposition. On essaye de trouver des solutions avec eux. Évidemment, ça suppose aussi
qui puissent eux-mêmes peut-être sortir de leur choix initial, s'il n'est pas possible, et travailler à trouver une solution alternative qui soit la plus proche de leur projet d'origine et la plus en correspondance avec les places qu'on peut leur proposer. Si on est en prépa et qu'on veut donc passer le concours d'entrée dans une école d'ingénieur ou autre école, est-ce qu'il faut passer par Parcoursup? Non, le Parcoursup ne concerne que l'accès à la première année. Les concours, enfin tout ce qui se passe au-delà de la première année ne concerne plus Parcoursup.